Alors bonjour Magali. Vous Bonjour. êtes dermatologue et vous êtes avec nous ce soir pour parler un petit peu d'eczéma. Et c'est très intéressant par rapport à mon audience, moi, qu'on parle d'eczéma avec vous, puisque moi je suis plutôt sur la partie nutrition, terrain, etc. Et j'ai peu souvent, voire rarement l'occasion de discuter avec des allopathes. Euh, mais on va voir de belles choses ce soir. Donc vous avez écrit plusieurs livres, notamment le livre Eczéma, est-ce vraiment dans ma tête? Alors, ma première question, c'est est-ce que l'eczéma, c'est vraiment dans la tête? Alors, je vais aussi commencer par me présenter parce que du coup, je suis peut-être dermatologue, mais j'ai aussi travaillé pendant 20 ans avec le groupe, la Société freudienne Rhône-Alpes, ce qui me permet d'avoir, si vous voulez, une écoute un peu du côté psychanalytique et de décoder ce que c'est qu'un symptôme et ainsi de suite. Et puis, j'ai également travaillé 30 ans en micronutrition et ce qui me permet aussi d'élargir donc mon champ de prescription et de prise en charge du côté nutritionnel. Voilà, c'est un petit peu ces trois versants, en sachant que mon cœur de métier, c'est l'allopathie que je n'ai bien sûr jamais renié. Alors, est-ce que c'est vraiment dans la tête? Non. Par contre, ça prend la tête très vite. Ça, c'est clair. Oui. Et pourquoi est-ce que cette relation entre le stress et la tête, entre guillemets, est une rumeur qui circule beaucoup? Parce que la lisibilité entre l'événement émotionnel ou le stress, bien que tout ça, il faut décoder ces deux mots-là, et la poussée d'eczéma, elle est excessivement rapide. Ça peut être dans la journée ou ça peut être le lendemain. Si bien que la synchronicité des deux événements fait que c'est tout à fait logique de lier les deux. Et bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que le stress, ça déclenche de l'eczéma. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, on va discuter sur qu'est-ce que c'est que ce stress particulier. Mais l'anomalie de base de cette peau, c'est-à-dire l'anomalie de construction de cette peau qui était déjà construite avec un problème dans le ventre de votre mère, ça n'a rien à voir avec le stress. Hein. Si vous Mhm. voulez, est-ce que la foudre, ça peut déclencher de l'incendie? Oui. Encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui puisse brûler. C'est-à-dire que Ouais. si l'incendie, elle tombe dans le désert, il n'y aura jamais de feu. Par contre, si la foudre, elle tombe sur votre paille ou sur votre maison qui est pleine de bois et de vieux papiers, eh ben oui, elle va flamber. Donc, il faut toujours qu'il y ait un terrain pour que l'événement émotionnel ou stressant déclenche. Quand vous Maintenant, parlez de comme c'est… terrain, vous parlez de Oui, terrain génétique? alors oui, et après le terrain émotionnel qui va se mettre en place tout doucement avec les années. Ok. Donc, le terrain, l'anomalie de base de cette peau, on ne dit plus qu'elle est d'origine épigénétique, pardon, génétique, on dit qu'elle est d'origine épigénétique. Alors, c'est Ouais. un tout petit peu plus difficile à comprendre. Le génétique, si vous voulez, on va prendre comme image la mucoviscidose ou les myopathies pour lesquelles il y avait le téléthon à la télé. Vous avez un gène qui est abîmé et qui est responsable d'une maladie. L'idée est assez simple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les gènes, on va dire que c'est la mémoire de l'ordinateur et il y a un élément de la mémoire de l'ordinateur qui est abîmé et il faut aller le réparer si on veut que ça fonctionne. Et Dans les… généralement, quand on dit que c'est génétique, c'est que c'est transmis par Voilà, les parents. voilà. Sauf que à ma génération, il y avait 3% d'enfants qui avaient de l'eczéma et actuellement, on est entre 15 et 20%. Et Ouais. ça, la génétique ne peut pas expliquer un volume pareil qui évolue en si peu de temps. La génétique, ça ne va pas si vite. Hein. Donc, il faut qu'il y ait d'autres événements qui interviennent. Et ça, c'est le monde moderne, parce que c'est une maladie du monde moderne. Mhm. Et le monde moderne, avec toutes les transformations qu'il y a eu en 50 ans, en fait, impacte non pas la fabrication des gènes, mais le fonctionnement des gènes. Ouais. C'est ça qui est… Alors, si vous voulez, une autre image pour ceux qui n'ont pas je dirais, le cursus scientifique, c'est qu'on va comparer les gènes au code barre qui est sur votre paquet de gâteaux. Le code barre, c'est l'identité du paquet de gâteaux. Ouais. D'accord? À part que Ouais. vous et moi, on ne sait pas le lire. Ouais. On a besoin d'une scanette pour lire le code barre. En fait, c'est à peu près pareil. Nos gènes, c'est une mémoire qui est inactive. Et pour activer les gènes, il faut qu'on ait une scanette. Hein, c'est l'ARN messager, c'est dont on entend parler en ce moment. Mhm. Et c'est là qu'il y a un problème de lecture. Ça veut dire que la lecture d'un gène normal va donner un produit qui, lui, est pathologique. Ok.
Et c'est là-dessus qu'interviennent des tas de facteurs. Ça veut dire qu'actuellement, le nombre de gènes qui sont mal traduits dans la dermatite atopique dépasse la centaine. Alors, autant vous dire que ça, on ne sait absolument pas réparer ça, hein. Ouais. C'est comme si la carte mémoire d'ordinateur était empoussiérée et on ne sait pas la dépoussiérer. Donc On est c'est-à-dire que c'est parti. différent de ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, par rapport à la mucoviscidose, il n'y en aurait qu'un seul. Oui, Là, il y oui, en a tout un tas, quoi. oui. Et ce n'est pas les gènes qui sont abîmés, heureusement. On n'est pas en train de muter, si vous voulez. C'est la lecture des gènes qui n'est pas bonne. Ok, Et dans ce phénomène-là, il y a des phénomènes qui vont être transmissibles à la génération d'après et il n'y en a pas qui vont se réparer. Ce qui ok, explique également que vous avez autour de nous, dans les patients, des gens qui nous disent: «Oui, mais moi, à une époque, j'avais ça, puis ça fait 30 ans que j'ai plus rien, donc ce que vous dites, c'est pas vrai du tout». Bah, en fait, il y a des phénomènes qui peuvent se réparer et d'autres qui ne se répareront pas. Et ça, on ne sait pas prédire chez qui va se passer et si c'est ça. Ça, pour l'instant, c'est de la recherche fondamentale. On n'est pas du tout dans ok. l'application pratique. Par contre, tout ce que vous avez découvert et de lequel on va parler, bien évidemment, c'est là-dessus qu'on va agir. Mais quel Ouais. est l'impact final? Eh ben, on n'en sait rien. Mais à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous alliez bien, hein. On Oui, va laisser ça aux exactement. chercheurs. Nous, on va Exactement. rester sur le terrain, les deux pieds sur terre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour aller nettement mieux. Ouais. Voilà, donc l'anomalie de base de cette peau, c'est que on vous dit c'est un problème de barrière cutanée. Alors moi, je ne sais pas trop ce que vous comprenez avec ce mot-là, mais une barrière cutanée, quand je demande à mes patients de dessiner une barrière, j'ai toutes les barrières dans les champs avec les vaches et les moutons, mais ça ne ressemble pas vraiment à la peau, quoi. Donc on D'accord. va plutôt dire que la peau, c'est un mur. Ouais. Il y a des parpaings et il y a du ciment. Et dans la peau atopique, les parpaings vont très bien, ce sont nos cellules. Et la cohésion entre les cellules, c'est le ciment, c'est là qu'il y a un souci. Ouais. Si bien que, comme ce ciment est de mauvaise qualité, l'eau peut s'évaporer. C'est pour ça que la peau de base, elle est sèche. Sèche, ça veut dire que ça manque d'eau. Mhm. Ben, à la limite, ça, c'est pas grave. Mais si l'eau peut s'évaporer, ça veut dire que l'air peut rentrer. Et c'est ça qui pose problème, parce que l'air, depuis 50 ans, il a quand même sacrément changé. Donc, dans l'air, on a les poils, la poussière, les pollens. Ça n'a Mhm. pas changé depuis 50 ans, il n'y a aucune raison. Par contre, vous rajoutez la pollution, le plâtre, les peintures, les parfums et le tabac. Donc, en fait, tout ce qui est de l'ordre du changement de notre société depuis 50 ans, du coup, rentre à l'intérieur de la peau, qui est devenue une vraie éponge. Avec les enfants, je leur dis, c'est une vraie passoire. Du Vous coup, voyez, je leur demande, oui, si je devais résumer un petit peu, on a oui, une lecture de nos gènes qui est pas bonne, qui fait que oui, nos différentes cellules qui composent la barrière cutanée sont pas liées entre elles. Enfin, voilà, l'eau peut s'évaporer, oui, la peau est sèche, oui, et l'air oui. peut s'infiltrer avec tout un tas d'agents pathogènes qui sont pas reconnus en fait par le système Voilà. immunitaire. Alors, ils vont être reconnus, mais ils ne sont pas identifiés comme étant pas vraiment dangereux. Donc là, si vous voulez, pour être, vous savez, on a différentes façons de comprendre, hein. Donc là, vous voyez, j'ai un staphylococcus dans les mains. Si je le laisse tomber sur mon bureau et que ça, c'est une peau normale, le staphylococcus, il reste sur ma table. Ouais. Par contre, si je le laisse tomber à côté, je vais aller chercher mon staphylococcus. Ça veut dire que quand la peau est trouée, il y a un système qui va se mettre en marche pour aller chercher ce qui rentre. Ça, c'est le Ouais. système immunitaire. Et dans le système immunitaire, on en a plusieurs. C'est là que ça commence à être un petit peu plus différencié. On a un Mhm. système immunitaire qui se défend contre les bactéries. Celui-là, il n'intervient pas. Ce n'est pas son rôle. On a un système immunitaire qu'on appelle inné, c'est-à-dire qu'il est là dès le premier jour de notre vie et qui va répondre au fait qu'il y a des trucs qui passent dans la peau qui ne devraient pas passer. Et en gros, moi, je le compare un peu à Rambo, c'est-à-dire que lui, il ne va pas fabriquer des anticorps, il fabrique de l'inflammation. Il a un Ouais. lance-flamme dans le dos et quelle que soit la particule qui passe, il ne cherche pas à savoir, four, 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 il arrose. Ok. Ça, c'est l'inflammation et ça, c'est la dermatite atopique. Et Ouais. puis, ce système immunitaire, il peut ou pas se doubler à partir d'un certain moment avec un autre système immunitaire qui, lui, va fabriquer des anticorps. Et ça, c'est l'allergie. Mhm. Vous voyez? Donc, on a deux types d'eczéma différents. On a l'eczéma atopique, ce que vous avez, qui peut se doubler chez certains. Chez 30 à 40% d'entre vous, ça va se doubler d'une allergie en plus. Si bien que quand on vous fait des tests allergologiques et qu'on trouve que vous êtes allergique, je ne sais pas moi, à la couleur bleue ou au nickel, eh ben, vous enlevez tout ce qui est en nickel et tout ce qui est en couleur bleue autour de vous.
Et en gros, ça ne vous fait pas grand-chose parce qu'en fait, on n'a pas traité, on a confondu l'allergie avec l'atopie. Ouais, ok. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas parler de l'allergie, on revient sur l'atopie, qui est l'anomalie de Ouais, base. ouais, Voilà. Et alors, une fois qu'on a compris, ça, c'est vraiment la base, hein, parce que du coup, il y a des choses qui vont tout de suite arriver en compréhension du traitement. Dans la peau, on va rajouter que vous avez les terminaisons nerveuses qui font qu'on sent si ça brûle, si c'est chaud, si c'est froid, et puis qui fait qu'on sent les objets qu'on a autour de nous. ouais. Ces terminaisons nerveuses, c'est elles qui vont amener tout ce qui va arriver du cerveau, justement, quand on est stressé. Donc, notre système immunitaire inné, il va aussi réagir quand les fibres nerveuses vont être stimulées. C'est comme ça que le stress Ok, arrive si vite, de façon ok. lisible dans notre peau. D'accord? On a aussi les hormones de stress qui arrivent par les petits capillaires, c'est-à-dire par le Mhm. sang. Et ça aussi, ça va activer notre petit bonhomme qui a son lance-flamme dans le dos. D'accord, ok. Et puis, le troisième élément, enfin le dernier élément, c'est que notre peau n'est pas stérile. Elle est recouverte de ce qu'on appelait dans le temps la flore cutanée, qu'on Mhm. appelle maintenant le microbiome. Et là, on a 10 millions d'êtres vivants au centimètre carré sur notre peau. Ouais. On a des virus, des champignons et des bactéries. Tout ça, ça nous protège. Ce sont des gentils virus, des gentils champignons et des gentilles bactéries. Sauf que sur votre peau à vous, les atopiques, la biodiversité, là on va parler en écologie, la biodiversité de tout ça s'effondre au profit d'une bactérie qui est le staphylocoque doré, Ouais. qu'on a tous. Vous l'avez, je l'ai, c'est normal qu'il y soit. Seulement vous lui offrez un vrai palace, il s'étale. Il Et le surprolifère. staphylocoque, pardon, Il surprolifère. il surprolifère. Et le staphylocoque doré, il entretient l'inflammation. C'est un cercle vicieux qui se met en place à l'âge de 1 mois. Est-ce que c'est le staphylocoque doré qui fait finalement quand on se gratte, qui fait ces petites plaques qui deviennent un peu dorées, Oui, un peu oui, jaune doré? oui, oui. Et alors le staphylocoque, il se nourrit, hein, parce que c'est une bactérie, donc elle bouffe, elle a besoin de Mhm. manger, Ouais, et elle se nourrit entre autres de tout ce qui arrive dans la sueur. ok. La sueur, c'est un petit canal qui traverse la peau vers le haut et qui s'étale à la surface de la peau. Et la sueur, c'est un liquide qui a une acidité, ça tout le monde le sait, mais dedans, il y a des tas de choses, hein. Et ces tas de choses peuvent faire proliférer le staphylocoque et donc ça va aggraver le cercle vicieux. Et la sueur, c'est le reflet de tout ce qui se passe dans le tube digestif. C'est là où on va arriver sur votre deuxième champ de recherche à vous, qui est l'alimentation, et ainsi de suite, et tout le reste. Donc en fait, parce qu'on suit tous, Oui, personne qui fait de l'eczéma comme personne qui n'en fait pas. Par contre, oui, la personne qui fait de l'eczéma a une sueur qui est différente, en plus de la lecture des gènes, ce qu'on a vu avant, la génétique qui est aussi différente. alors, non, ça, je ne vais pas dire ça. La sueur, elle change en fonction de tout ce qui se passe dans le tube digestif. Mais le terrain atopique ne change pas la qualité de la sueur. C'est ce que vous allez manger, Oui, ouais, ouais. digérer, et Mais c'est tout ça qui va changer la sueur. on a le terrain Voilà. et on a la sueur qui font que Oui, du coup derrière on c'est va un déclencher des facteur plaques. révélateur, si vous voulez. C'est pour ça que l'équilibre nutritionnel, c'est très important. C'est pour ça que l'équilibre du microbiote, c'est très important. Le facteur émotionnel avec les hormones de stress et les terminaisons nerveuses avec les neuromédiateurs, c'est un révélateur de ce terrain. Mais tout le monde est stressé dans la vie, hein, donc le Mhm. stress est un élément normal. Mais Ouais. chez vous, au fur et à mesure du temps, il y a des éléments stressants particuliers qui vont s'installer. Donc ça aussi, c'est très intéressant d'en parler. Mhm. Mais pas chez tous, hein, c'est chez certains, c'est possible. Ouais. Donc là, vous avez vu le fonctionnement de la peau. Il y a la partie biologique pure, c'est une peau qui est trouée et qui va stimuler ce système inflammatoire qui s'emballe tout seul, si vous voulez. Ouais. Donc vraiment, la base du traitement, ça va être déjà de ne pas aggraver cette peau qui est trouée et de bien étanchéifier cette peau. Donc ça se passe dans la salle de bain. Et puis Ouais. après, les facteurs révélateurs et aggravants, c'est effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et tout ce qui est de l'ordre du nutritionnel. Parce que ça va impacter effectivement la sueur ou Voilà, l'arrivée de l'information dans les terminaisons voilà, nerveuses. Ok. voilà. Il faut éviter de stimuler ce staphylocoque aussi, hein. Ouais. Et qu'est-ce qui... Alors, c'est une question que j'avais pas forcément prévu de poser, mais au fil de la discussion, Oui, j'y pense. Qu'est-ce qui crée les démangeaisons? Parce que finalement, ce qui est le plus embêtant dans les cas d'eczéma,
c'est les démangeaisons, parce qu'avoir une plaque rouge, bon, c'est pas très esthétique, mais ce qui nous fait vraiment arriver à bout, c'est quand on se gratte jusqu'à avoir des brûlures et qu'on n'en peut plus. Donc c'est quoi, biologiquement, est-ce que on a la Eh ben, réponse je à vais vous ça? dire, je vais pas vous répondre parce que, bien évidemment, c'est écrit certainement dans des tas d'articles très scientifiques, mais quelque part, j'ai pas besoin de le savoir. D'accord, ok. Moi, j'ai pas besoin de le savoir pour pouvoir vous aider à vous autonomiser, à gérer et à vivre normalement comme, je dirais, tout être humain a le droit de vivre. Mhm. Vous Non, non, je voyez? posais la question parce que je me la suis posée Oui, oui, pendant qu'on discutait et je trouve le sujet hyper intéressant. oui, Je me suis dit oui. peut-être que, mais pas de problème. Alors, si vous voulez, moi, le piège de cette question-là, c'est que si on avait le médicament qui bloque le grattage, bien sûr qu'on vous soulagerait sur le grattage, mais du coup, on n'irait pas à Ah bah oui, l'origine. ouais, non, mais... Et du coup, pour moi, on fait le boulot à moitié. Ah bah c'est sûr. C'est vraiment ce que j'appelle traiter un symptôme et pas remonter, si vous voulez, À la cause. à gérer vraiment à l'origine des choses pour que vous soyez pas débarrassé du grattage, mais au-delà de ça. Ouais. Alors moi, c'est vraiment ce sur quoi je milite beaucoup, c'est pas traiter le symptôme, mais vraiment essayer de Voilà. remonter plus loin, plus haut. Moi, je prends Ouais. souvent l'analogie avec une roue, une route qui est pleine de clous et de vis. Vous roulez dessus, vous crevez. Bah, vous savez de quoi ça vient. Vous mettez une rustine sur votre pneu, vous continuez de rouler sur la même route. Bah, vous aurez à nouveau un pneu qui est crevé dans Ouais. quelques temps. Si vous changez pas de route, vous enlevez pas les clous de la route, bon bah finalement d'avoir mis la rustine, ça changera pas le fond du problème. Donc Alors, c'est amusant vraiment, parce que je prends la même métaphore que vous par rapport à la voiture. Parce que quand on fait de l'éducation thérapeutique, la première question que les patients nous demandent, ils nous disent, mais pourquoi est-ce que le fait d'apprendre, on va avoir moins d'eczéma? Quel est le lien entre apprendre et avoir moins d'eczéma? C'est une question tout à fait rationnelle et logique. Et donc, la métaphore que je prends, elle va vous rejoindre, c'est que on va imaginer, par exemple, je suis votre mère, vous êtes mon fils, et pour votre anniversaire, je vous offre une voiture. Donc, je vous donne la voiture et je vous donne le mode d'emploi de la voiture. Et je vous dis, Charles, débrouille-toi. ouais, Qu'est-ce que je fais? En tant que mère, qu'est-ce que je fais? Je vous envoie au casse-pipe ouais, parce que je suis une méchante maman, je vous fais un cadeau empoisonné. Donc, si vous voulez, je vous dis, moi, en tant que médecin, vous avez de l'eczéma, et voilà l'ordonnance. Débrouillez-vous. mhm, Donc, ça peut faire, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça peut faire tant d'années que les médecins vous disent, bah, vous avez de l'eczéma, voilà l'ordonnance et débrouillez-vous. Mais du coup, comme vous n'avez pas compris comment on conduit une voiture, comment, dans quel ordre il faut mettre la créer clé, une regarder le dépendance. rétroviseur et partir, ben, vous allez cabosser la voiture. Mhm, ouais, Et ben, l'eczéma, c'est pareil. Et donc, quand on fait de l'éducation thérapeutique, on propose aux patients une espèce de contrat moral, si vous voulez, c'est que on vous lâche que quand vous avez le permis de conduire. C'est-à-dire quand vous avez compris toute la globalité de ce qui vous arrive, avec toujours une partie qui est complètement personnelle et qui vous appartient. Et après, vous êtes, en gros, vous êtes devenu autonome. ouais, c'est ça, c'est on C'est ça le autonomise, ouais. but. Ouais, Hein, c'est ça le bien but. sûr, Voilà. totalement. Ok. Alors, j'arrive sur la prochaine question. Est-ce que selon vous, l'eczéma peut causer des dommages en termes d'état d'esprit, en termes de psychologie? 100%, voire 200% d'accord, bien évidemment. Alors, l'eczéma lui-même est l'engrenage de l'eczéma. Ouais, Ça, c'est ce que je décris dans mon livre L'eczéma est vraiment dans la tête. C'est que la peau a des terminaisons nerveuses très particulières qui ont été découvertes il y a à peine une trentaine d'années, qui se connectent avec une zone très particulière du cerveau et qui transmettent dans cette zone du cerveau des informations qui vont participer à la construction identitaire et à la sécurité identitaire. ok. Ces terminaisons nerveuses ne sont stimulées et activées en gros que par les câlins, les caresses, la Ouais, douceur. Quand le bébé, parce qu'on démarre une maladie au stade bébé, quand le bébé a une peau qui brûle, qui gratte,
le grattage et la brûlure inondent, si vous voulez, toutes les terminaisons nerveuses. Et ces petites fibres nerveuses tellement sensibles, elles ne peuvent pas transmettre ce qu'il faut. Donc, si vous voulez, il y a dès le démarrage une espèce de handicap qui fait que quand le bébé n'est pas traité, bien évidemment, hein, que l'eczéma est là, qui fait que quelque part, ça c'est une de mes hypothèses, hein, Ouais, c'est le intéressant. bébé va externaliser du coup cette partie qu'il ne peut pas construire biologiquement lui-même et il va l'externaliser quelque part en surinvestissant le besoin de sécurité que de toute façon il demande à ses parents et surtout à sa mère quand c'est un tout petit, hein. Ouais. Donc après, quand vous avez une maman qui, je dirais, n'est pas inquiète, est bien stable dans sa vie, bon, ne surenchérit pas, si vous voulez, sur l'angoisse, ça se passe pas si mal que ça. Mais si on tombe sur une maman qui elle-même, de sa propre histoire, a ses propres fragilités, a ses propres inquiétudes, elle va forcément, comment dire, transmettre parce que son bébé va pas bien, le cercle vicieux, si vous voulez, de l'angoisse se met assez vite en marche, hein. C'est Ouais. pour ça qu'on voit de temps en temps ce cercle vicieux se mettre en marche très tôt dans la vie du bébé. Et puis, le problème, c'est qu'après, la maman, elle n'est pas toute seule, elle vit dans une société. Et Ah la bah oui. société lui dit, mais c'est normal que ton bébé, il ait de l'eczéma, tu es trop anxieuse, t'en fais trop, regarde comment t'es, va te soigner. Enfin bref, toutes ces horreurs que les mamans, elles entendent, qui font qu'elles se culpabilisent parce qu'elles se disent que c'est de leur faute. Et donc, ça rajoute encore, si vous voulez, tout ce climat complètement délétère autour de l'eczéma. Ouais. Autour Voilà, de la psychologie, ouais, effectivement, même pour voilà, l'entourage, quoi. voilà. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux. Et comment est-ce qu'on s'en rend compte? Alors, déjà, on voit des mamans qui sont particulièrement angoissées quand on les voit en consultation. Donc, plus on les voit tôt dans l'histoire, mieux on peut les prendre elles aussi en charge. Parce que moi, je dis que le traitement d'un eczéma, c'est expliquer la maladie, comprendre le traitement et rassurer les parents. C'est un trépied. Mhm. Si on ne s'occupe pas de rassurer les parents, c'est bancal, si vous voulez, il manque quelque chose, hein. Parce que tout est fait dans la société actuellement pour fonctionner dans le monde binaire. T'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Il y a une telle dilution des informations actuellement, il y a Ouais. telle profusion des informations que ça dilue du coup l'information et les mamans sont perdues. C'est normal, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme signe clinique, si vous voulez? C'est des mamans qui passent énormément de temps à chercher sur Internet la solution, qui espèrent que la solution va arriver le plus vite possible, qui ont une culpabilité dingue de se dire que c'est de leur faute si leur bébé Ouais. souffre. Voilà. Mhm. C'est normal qu'une maman s'inquiète. Je veux dire, une maman qui ne s'inquiéterait pas, ce serait Oui, terriblement, ouais, bah, c'est une autiste, hein, c'est un problème là. Elle serait vraiment toxique. C'est normal qu'une maman s'inquiète. En plus, c'est la première maladie du bébé. Donc, ce ouais. sont des jeunes mamans qui sont là. Donc, c'est normal, hein. Et puis, comme il y a une telle explosion de l'eczéma, qui va pouvoir parler de l'eczéma autour d'elle? La même génération qu'elle. Ce n'est pas la génération d'au-dessus, sauf quand c'est génétiquement, mais ça, c'est 3%, c'est très peu. Donc, Ouais. du coup, tout ce milieu d'information, de profusion d'informations qui fonctionne dans le mode binaire va complètement les perdre. Donc, ça rajoute, si vous voulez, de l'insécurité à quelque chose qui est mal expliqué. Mhm. Après, la deuxième raison qui rajoute de l'angoisse dès le démarrage, c'est le manque de formation de tous les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'actuellement, la dermatologie tout entière, c'est en gros 9 heures de formation chez les médecins, et c'est 5 heures de formation chez les pharmaciens. D'accord. Toute la dermatologie. Donc, autant Ouais. vous dire que l'eczéma, nous, on peut déjà y passer une demi-journée à en parler. C'est en gros diagnostic, cortisone, émollient et c'est tout. Donc, si vous voulez, le fait que les médecins ne sachent pas écouter les questions du patient, ne sachent pas y répondre et soient, je vais être un peu agressive dans le mot, c'est un peu limité, si vous voulez, dans leur pratique, elle vient des études qui sont complètement insuffisantes. C'est-à-dire que Complètement insuffisantes. même un médecin donc, qui a choisi la spécialisation, parce qu'il me semble que ça marche comme ça, Oui, en dermatologie, c'est 9 oui. heures. Non, ça, je vous parlais des médecins généralistes. La Ah oui, ok. dermatologie, Ok, heureusement, c'est ok. plus.
Ok, ok, Mais ok. la dermatologie s'apprend, si vous voulez, par le biais des études à l'hôpital. Or, quand on est interne à l'hôpital, on est là pour faire fonctionner l'hôpital. Or, heureusement, il y a peu de patients atopiques hospitalisés. Donc, Ouais. en fait, les internes de dermatologie à l'hôpital s'occupent beaucoup plus de maladies gravissimes et de cancers que de dermatite atopique. Heureusement, les patients de dermatite atopique qui vont pas bien, vous êtes à peu près 100 000 sur 4 millions de patients. Mhm. Mais du coup, il y a aussi un hiatus de formation parce qu'ils vont s'occuper des cas les plus graves avec toutes les techniques actuelles qui arrivent et les cas les plus simples, ils les voient assez peu. Ouais. Ok. Et en plus, l'attitude éducationnelle, c'est-à-dire tout ce que je suis en train de développer avec vous, c'est encore loin d'être développé parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut se remettre en cause, parce que le médecin Mhm. doit changer de positionnement par rapport à son propre savoir et au savoir du patient. C'est un paradigme complètement différent et on en est aux prémices, si vous voulez, Ouais. de l'institutionnalisation de ce mode de fonctionnement dans nos études. Donc, ce qui met en sécurité une deuxième fois les mamans, parce que c'est quand même souvent elles qu'on voit, plus que les papas, c'est un discours qui est largement insuffisant chez les soignants. Voilà. Ok. Ok. Alors, ça, c'est l'origine de l'angoisse. Après, vous me parlez sur l'impact. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, oui, oui, bien sûr, il y a un impact qui est… d'abord, le premier impact, c'est la souffrance. Impact, Une je parlais sou- d'un impact long terme, quoi. Oui, 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 Voilà. j'entends bien. Cette souffrance physique, douleur, se double tout le temps d'une souffrance psychologique. Il n'y a pas de souffrance physique sans souffrance émotionnelle, sans souffrance psychologique. Ça n'existe pas. Mhm. Donc, elle est déniée, hein, puisqu'on vous dit, bah, t'as qu'à arrêter de te gratter, ça ira mieux. Hein, cette Ouais. phrase qui est un vrai coup de poignard dans le dos. Donc, cette souffrance psychologique qui n'est pas reconnue rajoute, si vous voulez, le déni de la souffrance rajoute de la souffrance. Le fait de ne pas comprendre cette maladie rajoute de la souffrance et toute la souffrance, bien sûr, impacte euh, l'émotionnel Ouais. et cette notion de sécurité. Hein. Mhm. Ouais. Donc, chez l'enfant, bah, tout doucement, ça va sortir sur de différentes façons. C'est des enfants qui d'abord sont irritables à l'école, des enfants qui écoutent moins bien parce qu'ils ne dorment pas bien. C'est des enfants qui peuvent se sentir discriminés parce qu'on leur dit t'es pas beau, tu te grattes comme un singe, qu'est-ce que t'as? Maman m'a dit de pas jouer avec toi, oh t'as vu comme t'es moche. Puis Ouais. après, ben, l'enfant grandit et on lui dit c'est deux, qu'est-ce que t'as? Mais tu te soignes, l'air de dire enfin tu fais quelque chose, c'est pas possible. Et c'est là où on se rend compte que la peau, c'est pas un organe qui est neutre, si vous voulez, comme un si je vous parle de votre cœur, encore le cœur, on met l'amour dessus. Mais si je vous parle de votre rein, si vous n'avez pas des petites notions, on va dire, de médecine asiatique, le rein, vous Ouais. ne Ouais. mettez rien Ouais. dessus. Quoi, hein, Mhm. bon. Alors que la peau, c'est un organe qui n'est pas neutre du tout. Soit la peau est belle, elle est normale, et elle va être attirante pour faire des câlins. Oui, elle Donc après s'exprime. la séduction, donc après l'amour, on est chez Eros. Hein. Quand la peau n'est pas belle, c'est le dégoût, c'est le rejet, c'est la peur de la maladie contagieuse. Et ce dégoût, c'est quelque part l'implicite de la déchéance, de la décrépitude et de la mort. Donc, c'est un atout. Entre ces deux personnages, il n'y a aucune compassion. Est-ce que Mhm. vous avez entendu quelqu'un un jour vous dire «Ah, mon pauvre, qu'est-ce que tu dois souffrir?» En règle, assez peu. Oh, ouais, c'est rare, mais je l'ai entendu, ouais. Ouais, Mais c'est. c'est quand même, c'est pas fréquent. Hein. Oui, bah c'est. Ouais, ouais. Pas fréquent, voilà. Et Et puis c'est donc, même, du même quand on entend ça, des fois on se dit, bah la personne n'a rien pour m'aider. C'est-à-dire qu'elle a peut-être un peu de compassion, un peu d'empathie, mais je suis quand même seul face à tout mon à fait. souci. Et alors, Et souvent, ce qu'on c'est cherche, c'est d'avoir quelqu'un qui sait, en fait, et qui peut ne serait-ce que nous rassurer et nous dire, bah voilà, si, expliquer les choses et trouver une oreille attentive. Et moi, je l'ai vu par rapport à mes parents, qui étaient un peu démunis, hein, parce que bah, bien sûr. ils ont pas fait d'études en dermatologie et encore moins en médecine, donc ils sont que démunis, quoi. Ouais, ouais. Ça renvoie à une impuissance qui est très désagréable. C'est, vous savez, pour des parents,
je pense que ce qu'il y a de pire, c'est l'impuissance Ouais, à je gérer pense la aussi. souffrance de son enfant. C'est horrible à supporter, mais vraiment horrible. Mm. Je Donc, pense c'est aussi. normal après que ça a un impact psychologique sur l'enfant, puis sur toute la famille, hein. Ouais. C'est-à-dire, quand on fait des études sur l'impact de l'eczéma dans la famille, ça perturbe le fonctionnement de la famille. Ça, c'est clair. Ah bah oui, j'en suis Donc, convaincu. on continue sur la construction de l'enfant. L'enfant, d'un point de vue purement, on va dire, pratique, donc il est irritable, il dort moins bien, il fait nettement moins de sport. Il n'y a que 4% d'enfants dans la société française qui ne font pas de sport. Chez les atopiques, c'est 18%, parce que bien sûr, la sueur, ça gratte et c'est un Ouais, facteur limitant. ouais, Donc, du coup, ils sont exclus du cercle des copains qui vont au foot, qui vont à la piscine, et ainsi de suite. Ou s'ils y vont, eh ben, c'est un moment de souffrance qui est vraiment pas sympa. Et puis après, il y a cette espèce de honte, de culpabilité qui peut arriver même chez l'adolescent qui est en train d'arriver. C'est bien qu'il y a un moment où on voit bien que dans les âges, si vous voulez, que l'on reçoit en consultation, il y a un trou chez l'adolescent. Il y a un trou entre les 15-20 ans, ou ce qui peut être 12-22, hein, c'est tout à fait, c'est pas fixé, qui est que l'adolescent, il voit déjà son corps qui se transforme à l'insu de lui-même et de sa propre volonté. C'est déjà pas sympa, enfin, c'est déjà pas sympa, c'est déjà pas facile de voir à ce corps qui se traverser. transforme. Mhm. Voilà. Ce corps rentre dans le champ de la séduction de l'autre, c'est pas facile. Il faut faire le deuil de son enfance, c'est pas facile. Tout ça, c'est le moment de l'adolescence. Et quand en plus, au moment de tout ça, vous savez pas quelle tête vous avez, quand vous regardez le matin dans la glace, vous avez passé la nuit à vous gratter et ça rajoute tout ça, alors c'est terrible. Donc du coup, on sait qu'il y a des syndromes anxio-dépressifs qui arrivent à partir de la pré-puberté, puberté, avec malheureusement 10% de suicides de plus chez les adolescents atopiques. Ah oui. Ah oui, Ah, c'est pas rien, hein, ouais, c'est ouais, pas rien. ouais. Et C'est pas après, étonnant, mais ouais, c'est pas effectivement. rien. Il y a une telle, comment dire, désespérance de se dire, mais je vais vivre comme ça toute ma vie, Ouais, que ça devient épouvantable à accepter la ouais. réponse. Bah, Voilà. pas que chez les adolescents, là, pour le coup, je pense que c'est Oui, oui, chez oui. tous les atopiques. Ouais. Mais c'est là, je trouve que c'est l'âge le plus fragile parce que Ah déjà le oui, corps se transforme. Il faut faire le deuil de l'enfance et il faut se projeter dans une relation à l'autre, dans l'altérité, donc la sexualité. C'est pas simple, hein, ouais, c'est pas simple. Et alors après, on voit réapparaître vers les 20-25 ans, on vous voit réapparaître. Vous avez fait vos études, vous êtes rentré dans la vie active, vous avez une position sociale qui commence à arriver, qui vous sécurise déjà un peu dans une place différente. Vous avez quitté le domaine familial. Déjà des relations qui se mettent en place et là, on vous voit revenir. ouais. Ouais, moi, c'était Voilà, vers 22 ans, ouais, c'est ça. c'est ça. C'est revenu. Voilà. Alors après, je continue sur votre question sur l'impact. Ce que j'ai beaucoup vu aussi, c'est que on prend en charge votre eczéma, vous arrivez à gérer votre eczéma, mais votre fragilité intérieure, elle a assez peu bougé. Oui, C'est-à-dire que gérer la peau, on a géré que le problème superficiel. oui, Si nous, on ne va pas jusqu'à vous accompagner, alors là, on ne peut pas faire le travail à votre place, par contre, mais non. vous inciter à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire récupérer votre confiance en vous, on a fait le chemin à moitié. Si vous voulez, Ouais. pour moi, il faut que vous ayez confiance au démarrage dans le soignant, pour que vous ayez confiance dans le traitement. Et après, on va vous amener à avoir confiance en vous. Ouais. Et là, vous avez votre permis de conduire, on peut vous lâcher. Oui, Voilà, alors pour moi, c'est ça le après, travail. c'est aussi, enfin, c'est pas votre, vous avez pas forcément les études pour ça, pour le coup, donc je peux comprendre enfin, que les allopathes ils peuvent inciter, mais après, de là à faire le travail, oui, non, clairement, Non, mais on pas équipé inciter pour à, ça, quoi. si vous voulez, ce Oui, serait déjà c'est pas mal que… important, Alors, ouais, le travers de ma phrase, hein, le travers de ma phrase, c'est que j'entends des fois des patients me dire, le dermatologue m'a dit que c'était dans la tête, j'avais qu'à aller voir un psy. C'est pas ça c'est pas ça dont on parle. mhm, De temps en temps, oui, il y a des problèmes relationnels qui justifient d'avoir le psy, mais c'est rare. C'est rare. C'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est de cette espèce de timidité qui fait que, par exemple,
Moi, j'ai en tête une patiente qui allait très, très bien et je lui disais: «Mais est-ce que vous aimez bien être prise en photo?» Et là, je l'ai vue avoir les larmes aux yeux. Voilà, Ouais. c'est de ça dont je parle, si Mmh. vous voulez, hein? Oui, Là, on c'est-à-dire que ça parle crée d'abord. des séquelles, qui ne sont plus Voilà, des séquelles, visibles au travers de l'eczéma, mais des séquelles qui voilà, sont c'est ça, psychologiques, ouais, bien sûr, qui c'est sont ça, à prendre en compte. c'est OK, ça, bah, c'est hein? super intéressant. Je passe à la prochaine question. Oui. Est-ce que, je pense que vous allez me répondre assez rapidement. Est-ce que pour vous, il suffit d'arrêter de se gratter pour que l'eczéma passe? C'est une phrase qu'on entend beaucoup quand on a de l'atopie, et qui a tendance à nous énerver un petit peu. Donc est-ce que vous pensez que c'est simplement ça? Alors, la seule justification, scientifique de cette question, c'est que effectivement, le frottement entretient le grattage. Donc le frottement, là, ce serait se gratter. Mais le frottement, moi, c'est ça qui est intéressant à définir, c'est que ça peut être, par exemple, les coutures des vêtements, ça peut être le frottement des sous-vêtements, ça peut être le haut d'une basket, si vous voulez. Et les frottements des vêtements fixent souvent les plaques. Et ces plaques-là, du coup, sont beaucoup plus difficiles à faire partir. Donc, le seul intérêt, je dirais, de se poser la question sur le grattage, c'est d'arriver sur le fait que le frottement, ça fixe les plaques et ça permet de comprendre pourquoi les plaques sont là et pas ailleurs. Mmh. Mais après, ce qui est intéressant à discuter sur cette phrase que vous avez tous entendue et qui est un coup de poignard dans le dos, c'est que c'est un déni de celui qui vous le dit, de votre problème, qui en fait, lui est désagréable et il se débarrasse de ce qui lui est Ouais, désagréable en vous le renvoyant comme un coup de poignard dans le dos. ouais. Écoute, tu m'emmerdes avec ton grattage, tu n'as qu'à arrêter de gratter et moi j'irai mieux. Celui qui vous le dit, si vous voulez, Mmh hein, mh. ne s'inquiète absolument pas de vous. Donc, c'est une phrase épouvantable, C'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on le perçoit, c'est-à-dire, bien enfin, sûr. moi en tout cas, quand on me disait ça, même pas forcément, chez les soignants, hein, même dans les proches, hein: «Arrête de te Oui, gratter», des gens oui, qui n'ont rien à voir avec la médecine de près ou de loin et donc qui sortent ce genre de phrase et c'est vrai qu'on se dit: «Bah, en fait, il a pas de réponse, donc il me dit ça», parce que c'est ce qu'on entend à droite, à gauche oui, et oui. Ben, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il n'a pas de réponse, le fait que vous grattiez l'agresse lui. Et oui, donc, il se débarrasse de ce sentiment désagréable en vous le renvoyant de façon très négative. ouais, En fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu trouver d'explication. C'est que quand on voit quelqu'un se gratter, ça déclenche effectivement quelque chose de désagréable. ouais. Ah Alors, bah j'ai oui, oui. cherché en me disant, on doit être chez des comportements archaïques. Moi, j'ai souvent regardé chez les animaux, si vous voulez, comment ça se passe. Et par exemple, le fait que des primates se grattent les bras, ça a une fonction sociétale. Bon, ça veut dire quelque chose. OK. Mais bon, je ne suis pas allée plus loin que ça. Mais pourquoi est-ce que le fait de voir quelqu'un se gratter, ça nous provoque quelque chose de si désagréable? Je n'ai pas trouvé la solution. Là, si quelqu'un l'a, je suis preneuse d'entendre Ouais, moi non plus, je sais Voilà. pas pourquoi, mais effectivement, oui, je le vois même, moi ma femme, me disait au tout début de notre relation, «Arrête de te gratter, tu es tout le temps en train de te gratter». Oui, j'avais de l'eczéma et je lui disais: «Mais tu comprends pas ce que j'ai, donc arrête de me Ouais, dire d'arrêter de me gratter» parce que le pire, c'est que ça entretient cette ouais, pensée-là, qu'il faut arrêter de se gratter, ça entretient le stress et au final, on se gratte encore plus. Et puis il y oui, a oui. aussi peut-être, un des certains moments où on a envie de se venger, de dire: «Bah, tiens, tu m'as dit d'arrêter de me gratter, bah, je vais doublement me gratter, quoi». Donc Il y là, a on est peut-être vraiment dans un peu ça. l'engrenage, hein. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, bah, on est assez d'accord sur cette question-là. Est-ce que pour vous, on peut agir sur son hygiène de vie pour améliorer déjà sa condition et de quelle manière on peut le faire? Alors, c'est fondamental. Si vous voulez, pour comprendre ça, je vais passer par une métaphore. C'est-à-dire que l'eczéma, ça brûle, c'est rouge, c'est chaud. On va dire que c'est un incendie. Ouais, Euh, Quand il y a un incendie chez vous, que ce soit un mégot de cigarette qui fume dans votre poubelle ou que ce soit la forêt qui crame, on fait quelque chose pour arrêter l'inflammation. On met un verre d'eau dans la poubelle ou on appelle le Canadair quand c'est la forêt qui crame. ouais, Il faut arrêter l'incendie. Mais celui qui va venir pour arrêter l'incendie ne va pas traiter la raison pour laquelle l'incendie a démarré. Il arrête l'incendie.
Mhm. Donc, il faut bien, dans notre façon de comprendre l'eczéma, l'eczéma lui-même, c'est-à-dire l'incendie, et tous les facteurs qu'il y a autour qui sont susceptibles de l'allumer. Et c'est Ouais. ça, l'hygiène de vie. Le D'accord? mégot, etc. Voilà. Donc, l'hygiène de vie, elle commence dans la salle de bain. Puisque l'anomalie de base de cette peau, c'est d'avoir un ciment entre les cellules qui est de mauvaise qualité, on a deux ennemis dans la salle de bain qui vont aggraver le problème. C'est l'eau, Ouais. surtout chez nous, là, puisque vous êtes sur Lyon, dans la région Rhône-Alpes, on a une eau qui est très calcaire. Hein. Quand on parle de ça avec nos collègues de Nantes qui ont une eau beaucoup plus douce, on voit bien qu'ils Il y a une n'ont pas différence. vécu une expérience identique. Voilà, mais chez nous, elle est quand même très calcaire. Donc, c'est l'eau. Et l'eau, donc, ça va être le temps de contact avec l'eau et la température de l'eau. Ouais. Et vous êtes très nombreux à nous dire, mais moi, le seul moment où je vais bien, c'est quand je prends une douche qui brûle. Et alors, quand on vous entend dire ça, nous, on décode en disant, en voilà un qui va vraiment pas bien parce qu'il a besoin d'une douleur supplémentaire pour arrêter la première. Parce que quand vous avez deux douleurs en même temps, il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Ouais. Donc, la brûlure de l'eau chaude vous arrête momentanément pendant quelques secondes et vous met enfin à l'abri de ce grattage et de cette douleur insupportable d'une peau atopique. Hein. Mhm. Mais en même temps, vous savez très bien que l'eau chaude, ça dégraisse votre plat à gratin à la cuisine, et ben, ça va dégraisser votre peau aussi. Donc, en fait, vous savez très bien que ça va aggraver le problème. Ouais. Donc, une douche, c'est 5 minutes, pas plus, même le jour du shampoing. Donc, ça, Mhm. pour des femmes, Ouais. des fois, c'est compliqué parce que se lave les cheveux, elles se rasent, elles s'épilent, elles remettent un. Bref, non, c'est 5 minutes, même le jour du shampoing, avec une eau donc, qui n'est pas brûlante, après une eau agréable, mais qui n'est pas brûlante, et un produit qui ne va pas aggraver le problème. Et là, le deuxième ennemi dans la salle de bain, c'est le savon. C'est le mot savon. Mhm. Le savon, SAVON, hein, c'est une définition chimique d'un mélange des sels et de base dont le but est d'enlever le gras. Ça sert à émulsionner le gras, le savon. Ouais. Ok. Donc, tout ce qui s'appelle savon, sur gras, bio, au lait d'ânesse, aux huiles essentielles, d'Alep, de Marseille, d'où vous voulez, avec ce que vous voulez dedans, du moment qu'il s'appelle savon, c'est incompatible avec votre peau. Ouais. C'est pour ça que nous, on vous propose des produits sans savon. Après, mettez ce que vous voulez derrière, si vous voulez. Nous, quelque part, on s'en fiche. C'est comme la recette au pâté aux alouettes. Vous avez 98% de porc et 2% d'alouettes. Ce qui est important, c'est les 98% de porc. Donc, il n'y a pas de savon. Donc en fait, Alors, ça, en le fait, principe, c'est c'est de ne pas enlever le gras voilà. par l'eau brûlante et par le savon. Oui, voilà. Donc, c'est de ne pas aggraver le problème. Pour l'instant, on ne l'a pas traité. C'est juste de Ouais, ne pas ouais, l'aggraver. ouais, D'accord? Donc, alors très souvent, ça vous le savez, que la douche c'est pire, que les savons c'est pire, c'est une expérience que vous avez déjà quand vous êtes adulte. Les erreurs qui peuvent arriver, c'est que vous êtes au travail, au sport, dans la famille, en vacances, en week-end, et du coup là, vous n'avez pas vos produits que vous avez dans la douche chez vous. Et là, vous vous lavez les mains avec le savon parce que au restaurant ou au boulot, il n'y a pas autre chose. Et du coup, eh ben, vos mains, elles ne supportent pas plus le savon ailleurs que chez vous. D'accord? Donc, tous ceux qui ont de l'eczéma aux mains, c'est souvent l'erreur d'avoir les bons produits dans la salle de bain à la maison et puis pas dans le garage, dans ouais. l'atelier, à la cuisine, dans les toilettes, au boulot, à la maison ou chez les parents ou au restaurant. C'est 24 heures sur 24 qu'il n'y ait pas de ça. Ouais. Bah Voilà, oui, oui. ça, c'est vraiment la base. Hein. Surtout quand on Et se lave quand les on… mains, c'est vrai qu'on se lave rarement, finalement, dans une journée. On passe pas la majorité du temps à se laver les mains dans sa salle de bain. Souvent, Tout c'est à au fait. travail, oui, au Tout restaurant, à c'est fait. à Ouais, l'extérieur de chez soi, quoi, finalement. voilà. Donc, soit vous n'avez pas eu l'idée d'emmener dans vos affaires un petit flacon de votre produit sans savon, soit vous vous lavez les mains à l'eau. C'est-à-dire, vous faites juste comme ça à Ouais, l'eau. Puis en ce moment, on passe les mains au gel hydroalcoolique. ouais, On parlera peut-être du Covid après, hein, parce que c'est il y a quand même des petits conseils à faire. Donc ça, voilà, c'était les deux ennemis de la salle de bain pour ne pas aggraver le problème. Ça, c'est ouais, l'hygiène, déjà, de la toilette. 5 minutes. Après, donc, vous sortez, vous frottez pas trop, vous tamponnez. Et donc là, maintenant, il va falloir réparer, en gros, cette déficience de ce ciment qui est trop poreux. Et ben, c'est là où, si vous voulez, des fois, ça paraît un peu aberrant, mais en 2020, on serait allé sur la Lune.
Mais à part mettre de la crème sur la peau pour étanchéifier cette peau, on ne sait pas faire mieux. Mhm. Il faut aussi, si vous voulez, qu'on reconnaisse la limite de ce qu'on sait faire. Vous voyez? Donc, étanchéifier cette peau, c'est-à-dire réparer ce ciment entre les cellules, c'est le rôle de la crème hydratante, ce qu'on appelle aussi l'émollient. Les émollients, ouais. Et là, c'est vraiment important d'en parler parce que c'est la base. Si vous voulez, les 90% des erreurs que l'on voit, c'est une douche qui est trop longue et c'est des émollients qui ne sont pas mis au bon moment, au bon endroit, à la bonne dose. Ce n'est pas considéré comme un médicament du point de vue sociétal puisque ce n'est pas remboursé, mais c'est vraiment la base puisque c'est ce qui va étanchéifier la peau pour empêcher tout ce qui est dans l'air de passer. Alors, l'émollient ne va pas empêcher, si vous voulez, la stimulation qui va arriver par le stress et l'émollient va moins bien compenser ce qui va arriver via la sueur et la transformation du staphylocoque. Mais quand Ouais. même, c'est quand même la base. La base, c'est quand même d'étanchéifier cette peau. Donc, il faut mettre des émollients. Pour un corps d'adulte, c'est 30 grammes par jour. Je me rends pas compte, 30 grammes par jour, Eh bien, 30 grammes par jour, 30 difficile. grammes par 30 jours, ça fait 900 grammes par mois. 900 grammes par mois. Voilà. Et en gros, Ouais, les flacons que vous achetez, c'est des flacons de 400 ml. ouais, Donc, c'est ça fait ça. 2 flacons par mois. 2 flacons. Ah ouais, 2 flacons par mois. Oui, Ouais, il faut en mettre vraiment en grosse couche, quoi. oui. Une très Alors, très je vous grosse couche. rassure, pas grand monde n'y arrive parce que c'est beaucoup. Mais si vous arrivez à faire déjà un flacon par mois, on va dire l'été, et un peu plus l'hiver, parce que la peau sèche naturellement avec le froid l'hiver, eh ben, vous avez la dose efficace pour vraiment étanchéifier votre peau. Quand on nous dit que le flacon de 400 ml, il dure 3 mois, on sait très bien qu'en fait, l'émollient ne sert à rien. Il n'est pas Ouais. efficace. Ça, c'est la dose. Après, il y a différentes textures dans les émollients. Alors, je vais faire comme ça, du moins efficace au plus efficace. Le moins efficace, ce sont les huiles végétales, ce qui est très à la mode en ce moment parce que c'est nature, c'est bio, c'est pas chimique. Bon, on est dans l'environnement, si vous voulez, là aussi écologique, on va dire. Hein. Ouais. Ces huiles végétales, C'est brut, quoi. c'est C'est brut. Une huile végétale est brute. alors c'est surtout une très grosse molécule. Et donc, du coup, elle ne va pas pénétrer là où il y a besoin d'être efficace. Elle va rester à la surface et elle ne va pas étanchéifier. D'accord. C'est pour ça que ça ne marche pas si bien que ça. Ok. Et alors, après, vous avez les laits hydratants. Après, vous avez les crèmes. Après, vous avez les baumes. Et après, vous avez le sérat. Le sérat, c'est la cire d'abeille. Ok. Donc là, vous avez le côté de plus en plus hydratant, donc normalement efficace du produit émollient que vous avez. Ok. D'accord? Oui, bah c'est vrai qu'on voit souvent, moi je le vois sur le groupe, les gens parlent souvent de Sera, mais c'est vrai que le Sera, il faut le conserver au frais. Oui, Et puis c'est tellement gras justement oui, que on met longtemps à l'absorber. Même une peau oui, sèche et atopique met très longtemps à l'absorber. oui. C'est que ça doit être gras mais c'est pas pratique en fait à utiliser. Mais Voilà. effectivement, j'en entends souvent parler. Oui. Alors après, je dirais, le critère d'après, c'est exactement ce que vous abordez, c'est-à-dire lequel il faut utiliser. Eh bien, vous avez déjà abordé la réponse, celui que vous allez aimer mettre. Voilà, c'est-à-dire Ouais. que nous, on a des arguments scientifiques, pas de parfum, pas de ceci, pas de cela. Et en fait, la seule vraie réponse, c'est lequel vous allez mettre vous. Mhm. Celui que vous mettez nous va, Ouais. du moment qu'il y a quelque part, il y a un peu quand même la quantité. Donc oui, Alors après, j'imagine que plus on part sur quelque chose de concentré, moins il y aura besoin de quantité. Ah, on l'a perdu. Allô, allô. allô, Oui, allô. Allô, allô.
Ah, Charles, on a un problème de connexion. Je pense que c'est bon, je vous entends. Oui, c'est bon, C'est revenu. c'est Voilà. revenu. Ok. C'est vous qui étiez Euh, en train de parler des émollients. oui, j'étais en train de dire, j'imagine que plus on part sur quelque chose qui va être gras, donc par exemple un serrat, moins il faudra de quantité. Par rapport aux 30 grammes, les 30 grammes par jour, c'est parce qu'une lotion ou un lait, parce qu'au départ c'est les laits les moins efficaces, entre guillemets, Hum, il en hum. faudra plus en. J'imagine qu'un lait est plus concentré en eau et moins en gras, et plus Oui, on tend vers le sérat, plus on va oui, vers quelque chose tout à concentré en fait. gras et moins en eau. Donc j'imagine que les quantités, elles varient et elles changent. Alors, en gros, quand on vous a dit 30 grammes, c'est calculé sur des crèmes et des baumes, qui sont les deux, on appelle ça la galénique, nous, hein, c'est-à-dire la variété Ouais, de produits. C'est les deux grandes familles quand même qui sont utilisées, les crèmes plutôt l'été, les baumes plutôt l'hiver, et les sérats sont gardés sur des zones très particulières, c'est-à-dire une zone spécifique, hein. C'est rare que quelqu'un choisisse de se mettre du sérat tous les jours de sa vie, la tête aux pieds. Mais ouais. encore une fois, il y a des patients qui le font parce qu'ils sont bien avec ça, ils ont pris l'habitude de le faire et tout, hein. Alors, combien de temps ça doit prendre? C'est 5 minutes la douche, 5 minutes l'hydratation. On voit des fois des patients nous dire, mais moi, ça me prend 1 heure, je ne peux pas faire ça tous les jours. Je dis, comment vous faites pour mettre 1 heure? Parce qu'il faut que ça pénètre et tout. Je dis, non, 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 c'est 5 minutes la douche, 5 minutes vous étalez tout ça et puis c'est fini. Et après, on passe pas sa vie, si vous voulez, Ouais. dans la salle de bain à s'occuper de sa peau, hein. Il y a aussi après des routines, si vous voulez, de temps où on voit bien que l'eczéma prend trop de place. Il faut vraiment réduire ça à des soins très précis. Mhm. Alors après, les erreurs qui sont faites sur les émollients, c'est que très souvent, quand vous allez bien, bah, vous en avez marre, vous lâchez, vous ne faites plus. Et puis vous rencontrez Ça un revient. facteur déclenchant. Voilà. Ça recommence à gratter. Et parce que ça gratte, vous remettez un émollient. Or, euh, là, il y a une règle. Tous les émollients piquent du moment que la peau devient inflammatoire. Ouais. C'est pas la faute de l'émollient, c'est que quand ça devient inflammatoire, c'est que l'émollient n'est pas la réponse. L'émollient, c'est la réponse à la peau sèche. C'est pas la réponse à l'inflammation. Ouais, c'est de la Par prévention, contre, quoi. c'est une prévention. C'est la prévention de tout ce qui arrive dans l'air, hein. C'est pas la prévention, vous avez compris, bien sûr, du stress. Ça, c'est clair, Mhm. Ouais. Oui, bien hein. sûr. Voilà. Donc, on voit de temps en temps les mamans nous dire ben, moi, j'ai essayé telle marque et puis ça piquait toujours. Alors, j'ai essayé telle marque. Et en fait, nous, on se dit la pauvre, elle a dépensé 3 tubes pour rien parce que la solution, c'était pas ça, quoi. C'est que Mhm. l'hydratant, c'est tout le temps. Et puis, quand il y a une poussée inflammatoire, on rajoute l'anti-inflammatoire par-dessus. Ouais. Oui, Voilà. quand il y a une poussée, il faut traiter Voilà. différemment. Alors après, c'est vrai que en fonction des années, ça vous arrive de dire, bah, moi, j'ai supporté telle marque pendant tant d'années, et puis un jour, du jour au lendemain, je ne la supportais plus, je suis passée à une autre marque et ça va très bien. C'est comme ça. Et nous, on n'a pas les moyens de vous dire, de calculer votre peau, d'avoir des critères et de vous dire, vous, c'est telle marque et c'est pas telle marque. On n'en sait Ouais, rien. ouais. On n'en sait rien. Voilà. Oui, effectivement, il y a des marques que je préfère à d'autres. Enfin, c'est même pas que je préfère, c'est que je sais que ça va bien et j'ai pas envie de changer, quoi, pour tester autre chose, alors qu'il y en a Voilà. une qui va très bien, Ouais, ouais. effectivement. Voilà. Ça, il n'y a que vous qui savez. Ouais, ouais, oui, je pense qu'il faut Ah, faire ses propres tests et ouais. se connaître aussi, quoi. Mais ça va dans ce qu'on Oui, disait jusqu'ici, oui, de se connaître et puis de se prendre en charge et de s'autonomiser oui. au maximum. En dernier recours, la seule vérité, c'est vous. Ouais, Moi, je suis là pour vous donner les clés, pour vous donner des explications, pour vous dire comment fonctionne ce puzzle. Mais votre puzzle, c'est le vôtre. ouais, C'est vous qui allez le comprendre. ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ouais. Alors, l'hygiène de vie, là, on vient juste de faire la salle de bain. Ouais. On sort de la salle de bain et on va aller dans la cuisine. Alors, oui, bien sûr. Par contre, il y a plein de questions que vous m'avez posées tout à l'heure où on va aborder tout ce qui est nutritionnel. Vous voulez qu'on le fasse après ou on continue Non, on va continuer là sur l'hygiène de vie. Alors effectivement, moi quand je parle d'hygiène de vie, je parle surtout en tout de ce qui se passe dans la cuisine, de la gestion de ses émotions, de l'exercice physique, de
prendre l'air, respirer. Enfin, c'est des choses qui sont bêtes, hein, des conseils de bon sens, mais voilà, quelque chose de global. Souvent, les gens font l'amalgame de ne penser qu'à l'alimentation, alors que pour moi, c'est plus vaste, parce que, je disais avant, il y a l'exercice physique, la gestion de ses émotions, etc. Donc, je pense qu'on va dérouler après sur les autres questions que j'avais prévu de vous poser naturellement. Donc, allons-y sur ce qui se passe dans la cuisine. Alors, on va dans la cuisine. Donc là, l'intérêt de toute cette phase-là, c'est qu'on va agir sur la sueur. Et la sueur, elle agit sur le microbiote de la peau, donc sur l'équilibre. C'est ça l'impact, hein. Alors, il y a d'autres impacts qui passent par le système immunitaire, mais qui sont d'une difficulté de recherche et de compréhension, de jonction entre les systèmes immunitaires. On va laisser ça de côté. C'est Ouais. pareil, on laisse ça aux chercheurs. Mais nous, en passant par la sueur, on comprend, on a déjà une façon de comprendre les choses qui est très simple. Ce qui se passe dans la cuisine, et donc sur nous, va avoir 5 tiroirs. Le premier, c'est je mange. Donc, qu'est-ce que je mets dans l'assiette? La deuxième, c'est une fois que j'ai avalé, mon organisme va digérer. Le but, c'est de réduire ce que j'ai mangé en bouillie. La Ouais. bouillie alimentaire, donc ça, c'est le numéro 2. Cette bouillie d'aliments va se mélanger à un univers fabuleux qui s'appelle le microbiote, qui est représenté par 100 000 milliards d'êtres vivants. Ouais. C'est un monde extraordinaire. Donc, tout ça, ça devient de la bouillie. Cette bouillie va interagir, qui est un contenu, va interagir sur le contenant. Le contenant qui va nous intéresser, c'est la paroi de l'intestin grêle. Mhm. L'intestin grêle, c'est l'inverse de la peau. C'est un filtre naturel, comme les poumons, hein, qui est une seule couche de cellules. Donc, il y a une porosité naturelle dont le but est de faire passer des aliments qui doivent être prêts à passer et de ne pas faire passer des aliments qui vont avoir une autre fonction dans le côlon. Ouais. Imaginez, alors, vous savez que la paroi de l'intestin, c'est 200 mètres carrés, hein, donc, vous imaginez une moquette de 200 mètres carrés, là, de vous dérouler devant vous, et vous balancez de là-dessus de la javel. Ce qui serait le cas si vous ne mangez pas bien, si vous ne digérez pas bien et si votre flore intestinale, c'est-à-dire le microbiote, n'est pas en bon état, vous allez aggraver la porosité naturelle de l'intestin grêle. Du coup, vont passer des choses qui ne devraient pas passer et tout l'intestin grêle, par la vascularisation, il est filtré et il va au foie. Et le foie retravaille tout ça avec du soufre pour après envoyer les aliments nous nourrir. C'est tout ça ce qui se passe dans Ouais. le tube digestif, hein. Donc, on a 5 tiroirs à regarder. Voilà. Alors, Eh bien, ce qu'il faut préciser aussi, je me permets juste de faire une oui, précision là, par rapport à ce qu'on disait. En fait, on a du mal à se le représenter, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'intestin grêle, finalement, c'est le monde extérieur. C'est comme si on avait un tuyau qui partait de notre bouche pour aller jusqu'en bas, et que tout ça, en fait, c'est le monde extérieur et que ça doit passer au même titre que la peau est une barrière du monde extérieur vers l'intérieur. oui, Ben, en fait, oui, l'intestin grêle, enfin les intestins, le oui. côlon, l'œsophage, enfin tout ce qu'il y a au milieu, finalement, c'est aussi une barrière pour pas que les choses rentrent dans le milieu intérieur, dans nos cellules, dans notre foie, etc. Alors, l'intestin grêle, si. C'est comme les poumons, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous respirez, c'est au niveau des alvéoles où vous avez une seule couche de cellules où l'oxygène doit passer et le gaz carbonique doit sortir. Il y a un moment où les échanges doivent se faire pour que, quand même, on soit nourri. Sinon, Oui, les échanges doivent se faire, mais ça joue en fait, ce qu'il y a à l'intérieur des intestins ou à l'intérieur oui, des poumons, oui, c'est finalement le monde extérieur, quoi. Et après, la oui, paroi mais c'est lui qui intestinale, filtre. C'est lui oui, qui c'est ça, filtre. la paroi intestinale doit, si elle fonctionne bien, est censée laisser passer Oui, les bonnes choses, celles qui vont nous c'est nourrir, ça. et C'est ça, ne pas voilà. laisser passer les mauvaises choses, quoi. Et ce qui ne doit pas passer a une autre fonction intéressante au niveau du côlon. Donc, normalement, tout est bien foutu pour que ça marche bien. Sauf que quand on ne mange pas bien, quand on ne digère pas bien et quand on a une flore intestinale de mauvaise qualité, en plus sur ce terrain atopique-là, eh ben, tout ce qui va passer en trop à travers cet intestin grêle va activer, si vous voulez, euh, un déséquilibre. C'est là où je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques parce qu'ils sont ultra compliqués. Au bout du compte, ça va se répercuter sur la qualité de la sueur. Ouais, ok. D'accord? Voilà. Parce qu'en fait, après, ça va au foie. Le foie envoie tout ça dans la circulation. La circulation, elle va être filtrée au niveau des glandes sudorales et ça va partir par la sueur.
Ouais, ok. En gros, on a fait passer des choses par les intestins et ils ressortent à un moment ou à un autre. Et donc là, ils Alors, ressortent par la peau, par la sueur. voilà. Donc là, ce que vous dites, moi, il y a un implicite qui est derrière, c'est qu'on entend dire, on l'entend moins, mais on entend dire, la peau, ça sert à faire sortir les toxines. Alors là, il faut faire très attention parce que c'est une théorie quand même qui est ancienne. Et si vous voulez, d'abord, les toxines, c'est un mot qui, scientifiquement parlant, ne veut pas dire grand-chose. Mais on va dire, bon, soi-disant, enfin, on va dire que quelque chose doit sortir par la peau, ça sort par la sueur. Ça ne Mhm. sort pas à travers nos cellules, c'est-à-dire les parpaings de notre peau. Ça, c'est une erreur. Ouais, Il y a 40-50 ans, on pensait que le système immunitaire captait les produits toxiques qui arrivaient par le sang et les faisait monter entre les cellules de la peau pour les éjecter dehors. Ça, on sait scientifiquement que c'est faux. Par contre, les produits toxiques, entre guillemets, je vais rester light si vous voulez sur ces mots, peuvent sortir par le canal de sortie normal de la peau, qui est la sueur. On a la 2 sueur. millions, 2 millions de canaux qui traversent la peau pour éjecter la sueur. Oui, c'est-à-dire Et que en ça sort fait, pas entre les différentes cellules qui composent la voilà, peau, ça sort par des endroits voilà. Si vous qui ont voulez, lieu à cet c'est effet. important. C'est important ça parce que le slogan, on va dire, des allopathes, c'est « il ne faut pas que ça rentre ». Alors que le slogan de beaucoup de pensées alternatives, c'est « il faut que ça sorte ». Oui. Vous voyez? Mhm. Et c'est là où il y a souvent de l'incompréhension. Le traitement allopathique ou pas allopathique, n'empêche jamais le fonctionnement de la glande sudorale. Donc les deux sont compatibles. Ah, mais c'est sûr que moi j'ai plutôt la façon de penser justement de courant alternatif où il faut que ça sorte, mais c'est sûr qu'en premier lieu, il faut pas que ça rentre. C'est la base, parce que si ça rentre pas, eh ben, il n'y a pas besoin que ça sorte. C'est c'est mathématique. Ouais, c'est là où on va rester peut-être un peu dans le flou, parce qu'en fait, ces toxines, ces produits toxiques, moi, j'ai jamais trouvé quel nom elles avaient. Parce qu'au niveau de la sueur, ce qui change, c'est d'abord l'acidité. C'est pas Ouais. tant une substance chimique particulière, c'est surtout l'acidité. Et ça se perçoit très bien, justement, quand on va aborder le problème de l'alimentation, c'est que quand vous mangez trop de sucre rapide, ça, les enfants avec Halloween, par exemple, c'est un moment typique où on le voit très bien, les anniversaires, les fêtes, ainsi de suite. Voilà, la quantité de sucre rapide augmente, l'acidité de la sueur change tout de suite et ça gratte tout de suite. Ouais. Et ce n'est pas un produit toxique, si vous voulez, par lui-même. C'est juste l'acidité de la sueur qui a été changée par la digestion d'un produit qui appartient au monde moderne. Il y a 100 ans, on mangeait 5 grammes de sucre par jour par habitant en France, c'est-à-dire un morceau de sucre. Actuellement, on est à 20, c'est-à-dire Ouais. 100 grammes en moyenne. Ce n'est qu'une moyenne. Ouais. Mais ça fait 20 morceaux de sucre. Et si vous me dites, mais moi, je ne mange pas 20 morceaux de sucre, mais je vous crois, bien évidemment que vous ne mangez pas 20 morceaux de sucre. Mais c'est caché dans C'est caché l'alimentation dans moderne. l'alimentation, bien sûr. C'est une maladie du monde moderne, hein. Et l'acidité en est vraiment un des gros problèmes. Après, si tant est qu'il y ait des produits toxiques, si vous voulez, le foie est vraiment le régulateur de ça, on va en venir tout à l'heure, et lui, il les évacue dans les selles biliaires. Ça ne passe pas par la peau. Enfin, c'est Mhm. mon opinion d'allopathe, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on peut très bien faire tous les traitements en même temps. Ils ne sont pas incompatibles les uns avec les autres. Voilà. Ouais. Donc, on reprend la case 1, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? Alors, très souvent, dans les blogs, les forums et tout, on voit des conseils sur ce qu'il faut augmenter. Et moi, ce que je vais surtout vous donner comme conseil, c'est surtout ce qu'il faut diminuer. Et 80% du problème, qui concerne surtout les enfants et les ados et les jeunes adultes, c'est tout ce qui est trop sucré. C'est-à-dire les Coca-Cola, enfin les sodas, je n'ai pas le droit de Mhm. donner de marque, les sodas, les pâtes à tartiner le matin que tout le monde connaît et qui est Ouais, très ouais. bonne. C'est les pains de mie qui sont de la cuisine industrielle. C'est les brioches, les gâteaux, les bonbons.
En fait, ça aussi, c'est le monde moderne. Moi, quand j'étais gamine, j'avais du pain, puis c'est tout. Même le Oui, chocolat, j'avais droit à du chocolat, 4 carrés le dimanche, et puis c'est tout, si vous voulez, hein. Donc tout ça, ça a quand même profondément changé. oui, Le sucre, c'est vraiment flagrant, vraiment flagrant. Alors là, je parle pas du bébé, hein, je parle pas du bébé. Ça, c'est vraiment un discours sur l'alimentation qui est à part. Je parle à partir de oui, 3 ans. ouais, Et puis après, les 20 autres pourcents auxquels il faut vraiment faire attention, c'est les mauvais corps gras. Donc, pourquoi le sucre? Parce que ça change l'acidité. Et les mauvais corps gras, parce que les mauvais corps gras, ça active l'inflammation. Ce n'est pas spécifique à l'eczéma, hein, c'est toutes les maladies inflammatoires mhm, sont aggravées par les mauvais corps gras. Donc, les mauvais corps gras dans notre région Rhône-Alpes, bah, malheureusement, c'est le fromage. ouais. C'est le fromage, hein. Bon, on a un des meilleurs fromages de France quand même, donc bah, En France même, j'ai envie de dire de manière il y générale en quand a de même. partout. Ouais. Le nôtre est quand même particulièrement bon. Donc, non, on ne mange pas du reblochon matin, midi, soir à 4 heures du matin quand on n'arrive pas à dormir, quoi. Donc, c'est clair. Donc, les gros mangeurs de fromage, ils se rendent quand même compte quand on baisse la quantité de fromage, ça va mieux. Après, les mauvais corps gras, en dehors du fromage, c'est sur toute la cuisine industrielle. Ça, c'est clair que, sauf quand on ne peut pas faire autrement, il faut la fuir. Ouais. C'est trop gras, trop sucré, trop salé, et c'est que des mauvais corps gras. Donc, vraiment à fuir. Mais je Mhm. trouve, moi, que depuis 10 ans, ça s'arrange, ça. Je trouve que On est les plus qualités conscient de ça nutritionnelles et ouais. s'arrangent. Ouais. Ouais, ouais. Votre génération est beaucoup plus consciente que la génération d'avant Ouais. de la malbouffe, quoi. Vraiment. Alors après, quelque chose qui est un peu moins connu sur les mauvais corps gras, ce sont les huiles. C'est le choix des huiles. Les huiles qui ne sont pas labellisées première pression à froid sont des mauvais corps gras. Ouais. Voilà. Ça veut dire que pour faire des vinaigrettes, il faut des huiles première pression à froid. Celle qui en plus est la plus enrichie en oméga 3, qui est ce qui manque dans notre alimentation moderne, c'est l'huile de colza. Mais Mhm. après, vous avez l'huile de lin et puis des tas d'autres Ouais. huiles, mais enfin, qui ont un goût quand même très particulier. Après, il faut aimer, hein. Et pour cuisiner, l'huile qui fait vraiment référence, c'est l'huile d'olive parce qu'elle Ouais. est riche en oméga 9, elle est pauvre en 3 et en 6. Les oméga 9 ne changent pas quand on les chauffe. Donc, c'est une huile qui est stable à la chaleur, mais donc il faut la garder que pour cuisiner et pas pour les vinaigrettes parce que du coup, elle n'amène pas assez d'oméga 3. Donc, quand Ouais. on a des huiles première pression à froid et qu'on cuisine à l'huile d'olive et pas au beurre, je suis désolée pour les Bretons et les Normands, Ouais. du coup, on a rectifié, quand on ne mange pas trop de fromage, on a rectifié l'équilibre, si vous voulez, des corps gras. Voilà. Ça, c'est vraiment la base de l'alimentation. Après, on peut faire mieux. Ça, c'est comment éviter d'aggraver le problème. Vous voyez, c'est Donc, éviter. si je fais un résumé, on a Oui, premièrement dans la salle de bain, donc éviter de prendre des douches qui sont trop longues, oui, trop chaudes, température tiède quoi, mais pas agréable. brûlant. Allez, agréable. Euh, on a après donc bien se mettre de l'émollient, mais pas plus de 5 minutes, ça sert à rien d'y passer 1 heure et Voilà, l'émollient qui nous surtout pas. convient. Oui, Et ensuite dans la cuisine, donc fuir les sucres rapides, donc tout ce qui est oui, tout ce qui est transformé de manière générale, enfin oui, industriel quoi. oui, Et éviter les mauvais corps gras, oui, donc que sont les fromages oui, principalement et oui. les mauvaises huiles. Voilà. Donc on a parlé des bonnes huiles, on a parlé de l'huile Oui. d'olive, on a parlé de l'huile de colza. Après il y a Première deux, pression à froid. voilà, les Première huiles pression à première pression froid. à froid. Donc les Oui, mauvaises huiles, ce sont toutes celles qui ne sont pas de première pression à froid. c'est ça. Voilà. Ok, En particulier une qui est très connue, vous en avez 4 mélangées, où la pub, on la voit tout le temps à la télé. Ben, désolé, celle-là, c'est pas des huiles première pression à froid, ouais, hein. ouais. Voilà. Très bien. Donc, vous reformulez impeccable. Après, si vous voulez, on peut enrichir l'alimentation avec tout ce que vous voyez après sur les forums. Personnellement, je ne m'en sers pas. Après, moi, je laisse les patients manger et agrémenter leur alimentation comme ils veulent. Moi, ce que je traite vraiment déjà, si vous voulez, la case de base, ce qu'il ne faut Ouais. pas faire. Après, il y a des tas de choses qu'on peut rajouter comme on veut. Le curcuma, l'avocat, si on n'est pas allergique, et puis ainsi de suite, quoi. Mhm. Mais la base, c'est vraiment ça. Et les erreurs nutritionnelles,
Chez les ados, par exemple, c'est de garder le bol de lait, le chocolat, les céréales bien sucrées et la pâte à tartiner au chocolat sur une tranche de pain comme ça et tous les matins. Ouais, le permis Quand on industriel, a ouais, 15 effectivement. ans, 16 ans, ça marche plus, hein. Puis il n'y a même pas Après, que l'eczéma derrière qui va être influé oui, aussi par ce genre d'alimentation, quoi. oui, 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 bien sûr. Euh, Voilà, ça c'est la case alimentation. Une fois qu'on a avalé, notre corps va digérer. Et là, pour savoir s'il y a un problème ou pas, il faut revenir à des choses très simples. Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez le ventre qui gonfle? Est-ce que vous avez de la diarrhée? Et où est-ce que vous avez beaucoup de gaz? Si vous avez une réponse à ces 4 questions-là, enfin, au moins une réponse positive à ces 4 questions-là, pardon, c'est qu'il y a effectivement un problème de digestion. Et c'est là qu'on se pose le problème du lait et du gluten. C'est là que se posent ces 2 questions-là. Alors, le lait, c'est un peu difficile quand on n'a pas de diapositive et de parler comme ça avec ses mains. Ouais. Et le lait de vache, je vais vous donner 2 chiffres. Il y a 50 ans, on en buvait 75 litres par habitant par an en France. Ouais. Il y avait 3% d'eczéma. Actuellement, on en boit 68, c'est-à-dire nettement moins. Or, l'eczéma est à 15 à 20%. Donc, si vous voulez, déjà, la linéarité avec le lait de vache n'est pas évidente. Alors Ah, vous après, vous parlez direz de lait qu'on boit comme ça. du lait de vache en bouteille, Ouais, ok. du vrai lait dans la bouteille, hein. Et moi, je sais que j'ai bu du lait de vache dans mon bol le matin facilement jusqu'à l'adolescence, quoi, hein. C'est après que j'ai commencé à changer. Ouais. Mais sinon, c'était la norme chez moi, en tout cas. Alors, c'est vrai que le lait de vache a beaucoup changé depuis 50 ans. Maintenant, on rajoute les hormones, les antibiotiques, les pesticides, les métaux lourds, bref, tout Oui. ce que Oui, le oui. monde moderne nous a amené. Les pauvres lait de vache, c'est pas de sa faute. Si vous voulez, là, je vais essayer de Ouais. dédouaner un petit peu le lait de vache en lui-même. Le lait de vache, c'est quand même ce qui a permis à l'humanité, il y a 10 000 ans, de nourrir quand même l'humanité, puisque il y a 10 000 ans, l'être humain est devenu un agriculteur, et donc il avait à manger dans son champ et une vache à côté qui lui donnait quelque chose qui était nutritionnellement de très bonne qualité. Le lait de vache, c'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel, du lait humain. Alors pourquoi, par contre, le lait de vache peut poser de problème dans la dermatite atopique? Parce que c'est vrai. Le lait de vache, le lait tout court, le lait, le lait qui est fabriqué, c'est un liquide qui est fabriqué par la mamelle d'un mammifère, hein, ce n'est pas Mhm. fabriqué par un végétal. C'est un aliment qui est complet. Complet, ça veut dire qu'il y a du sucre, il y a des corps gras et il y a des protéines. C'est ça un aliment complet. C'est pour ça que c'est nutritionnellement très intéressant. Et chaque élément peut poser problème. Donc le lait a un sucre qui s'appelle le lactose. C'est un nom que vous avez tous entendu. Mhm. Tout ce qu'on entend en ose, c'est un sucre. Ouais. Pour digérer le lactose, on a besoin d'une lactase. Ça, tout ce qui est en ase, ça veut dire enzyme qui sert à quelque chose. Donc le lactase, ça sert à digérer le lactose. On a un certain taux de lactase quand on est, et puis au fur et à mesure du temps, cette lactase, elle diminue, et à l'âge de 6 ans, il n'en reste plus que 10%. Donc sans faire de la philosophie, ça veut dire qu'un être humain, à partir de l'âge de 6 ans, ne peut digérer que 10% du lait qu'il pouvait digérer quand il est né. Ouais. C'est des mathématiques, hein, on est d'accord? Bon. Mhm. Les Asiatiques, ils n'ont quasiment pas de lactase. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vache chez eux. Sur le continent asiatique, il y a plein de pays où il n'y a pas de vache. Donc, quelque part, si vous voulez, l'être humain, c'est toujours adapté, la génétique de l'être humain, c'est toujours adapté à l'environnement où il était. Et en Europe, ceux qui ont le plus haut taux de lactase, ce sont les Nordiques. Et puis, plus vous descendez sur le gradient nord-sud, moins les gens du sud ont des lactases. C'est normal, il y a beaucoup plus de chèvres et de brebis. Donc, si vous voulez, tout est logique et rationnel. À part qu'avec les brassages de population, ça se mélange un peu. Ouais. Bon, toujours est-il que, qu'est-ce qui se passe si du coup on mange plus de lactose qu'on a de lactase pour le digérer? On On ballonne, digère pas. on a des gaz, on ne digère pas, et l'impact de tout ça, c'est qu'on fait de l'acidité. Retour, si vous voulez, sur la sueur. Mhm. D'accord? Bon, ça, donc comment est-ce qu'on peut contourner ce problème-là? Alors, soit vous avez du lait sans lactose. Personnellement, je trouve ça absolument infect. Bon, après, c'est une histoire de goût, hein. Mais moi, j'aime pas les produits transformés. Je préfère toujours qu'on reste sur les produits de base, si vous voulez.
soit après on passe au yaourt. Parce que le yaourt, du fait qu'il y a des ferments lactiques dedans, ils ont fabriqué la lactase et vous avez la lactase pour digérer le lactose qui est dans le yaourt. Ouais. Après, on entend de temps en temps des gens dire: moi, je ne mange pas de fromage parce que je suis intolérant au lactose. Alors ça, c'est une erreur parce que le fromage étant fait avec la crème du lait, il n'y a pas de lactose dans le fromage. Il n'y a plus de sucre. Donc, le problème du Oui, c'est que des fromage, gras, quoi. ce n'est pas le lactose, c'est que les mauvais corps gras. Mm. Voilà. Et puis, il y a du sel aussi. Il y a quand même pas mal de sel dans les fromages. Ouais. Donc, ça, c'est le chapitre digestion avec le lait. Et là, je parle bien du lait liquide. Hein. Mhm. Le deuxième chapitre, c'est les mauvais corps gras. Donc, les mauvais corps gras du lait, ben, c'est la crème, c'est le beurre. Donc, la crème crue et le beurre cru, il faut en manger parce que dedans, on a la vitamine A, mais pas la moitié de la tablette. Hein. Donc, si vous voulez deux tartines le matin de beurre, ça suffit largement pour la journée. Par contre, dès que c'est cuit, la vitamine A est détruite et on arrive sur les mauvais corps gras qu'on a avec les acides gras saturés. C'est aussi comme ça qu'on les appelle. Donc, ça, c'est le fromage. Donc, pas trop de fromage. Je n'ai pas dit pas de fromage, j'ai dit pas trop de Pas fromage. trop, ouais. Non, pas trop. Il n'y a pas d'interdiction. Il y a juste une logique à bien respecter et puis à tester, hein, parce que ça peut aussi être flagrant ou pas du tout. Et troisième étape, c'est les protéines. Et c'est là où on a les intolérances aux protéines de lait de vache et les allergies aux protéines de lait de vache. Et ça, c'est l'enfant avant 3 ans. Ça ne concerne plus l'adulte. Pour ça, pour l'instant, on ne parlera pas des petits avant 3 ans. C'est vraiment un discours particulier. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est le lait. Et après, il faut rajouter les produits laitiers. Parce que si le lait liquide dans la bouteille, si vous voulez, on en boit nettement moins maintenant. Par contre, les produits laitiers, c'est-à-dire tous les produits transformés qui À partir inondent du lait. les grandes surfaces, ça a été multiplié par 8 en 50 ans. C'est hyper sucré et c'est bourré de trucs que notre corps, il ne sait pas quoi faire. Mm. Alors ça, c'est des produits toxiques. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai Voilà. que on mangeait il y a 50 ou 100 ans des produits qui étaient très très peu transformés. Hein. Ça sortait de la mamelle de la vache, c'est quasiment tout de suite Moi, consommé tel j'avais quel, quoi. des yaourts, des petits Suisses et du fromage blanc. Le reste, ça n'existait pas. Ouais, ouais, ouais. Le Donc reste, ça n'existait effectivement, pas. on a baissé peut-être la quantité de lait qu'on va boire, parce que c'est vrai que même moi, naturellement, avant même d'avoir des soucis d'eczéma, j'ai arrêté. Après, j'ai bu du café, par exemple, le matin. Ouais. Par contre, oui, ma consommation de produits laitiers était toujours au même niveau, parce que j'ai toujours mangé quand même beaucoup de fromage. Les yaourts aussi, surtout quand on est adolescent, on est assez Mm. jeune, c'est assez facile de Oui, manger des oui. yaourts, des liégeois, des desserts, même c'est même plus que des yaourts après. Du coup, c'est du produit transformé, quoi. Je C'est ce sais que même pas s'il y j'appelle a les encore du produits lait. laitiers. Ouais, c'est ce que j'appelle les produits laitiers et ça fait beaucoup de tort. Ils sont Beaucoup bourrés de de tort. En plus, sucre. ils sont très sucrés. Ouais. Ah Il y a ouais, un engrenage dans le sucre. Hein. Oui. Voilà. ouais. Donc, tout ça, c'est le chapitre lait. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que la quantité de lait, quand on est adulte, qu'on est capable de digérer, en gros, c'est un demi-verre de lait. C'est en gros ce qu'on met dans un thé, dans un café ou, bref, dans la cuisine, ainsi de suite. On garde du beurre cru le matin et on garde un yaourt nature par jour dans lequel on met un peu de confiture si on a envie d'agrémenter, si vous voulez, d'un goût sucré, pour faire plaisir à la grand-mère qui nous a fait la confiture de fraises, par exemple. Hein. Ouais. Voilà. Et on évite tous les produits transformés à côté. Pareil Ouais. pour les produits laitiers qu'on peut garder, c'est le yaourt et le fromage blanc. Ouais. Après, Mais le fromage, c'est mais tellement pourquoi meilleur. oui, oui, ah bah oui. Ah oui, non, c'est vraiment très bon. Et après, quand on veut changer la qualité des corps gras, c'est là où on peut passer en chèvre et en brebis. Hein, parce qu'effectivement, les corps gras de la chèvre et du brebis sont moins agressifs que les corps gras du lait de vache. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est quand même le double en prix. Hein, donc, Ouais. bon, après, chacun fait comme il veut et alterne comme il veut. Ouais, après, on Ça n'a fait. rien à voir avec les yaourts dits au soja ou autres, hein, parce que les jus végétaux ne sont pas des laits, ce sont des jus végétaux qui n'ont rien à voir avec la qualité nutritionnelle des vrais laits. Donc après, je laisse chacun manger ce qu'il veut en fonction de ses goûts, mais qu'il n'imagine pas qu'il a la qualité nutritionnelle d'un lait. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça, c'est le lait. Et alors, le gluten,
Le gluten, là aussi, c'est une pathologie du monde moderne parce que ça fait à peu près 20-25 ans que l'industrie alimentaire est obligée de rajouter du gluten dans les pâtes de pâtisserie et de boulangerie parce que le blé a été tellement sélectionné, raffiné et les levures elles sont tellement chimiques maintenant que du coup, la pâte du pain ne lèverait plus. Donc, on rajoute cette protéine du blé qui s'appelle le gluten pour que la pâte lève. Or, c'est une protéine qui est très irritante. C'est comme si vous mettiez du savon dans votre alimentation et ça va irriter, si vous voulez, les parois. Maintenant, après, on va parler de ce qui se passe dans l'intestin. Ouais. Alors, Donc, pour revenir sur le gluten, c'est vrai que en plus, on mange que le même gluten parce qu'on mange que du gluten de blé, enfin, beaucoup de gluten de blé, alors qu'avant, il y avait peut-être moins de gluten, mais il y avait aussi une plus grande diversité dans les différents oui, types de gluten, parce que les protéines de gluten ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction si c'est du gluten de blé ou du gluten d'épeautre ou toutes les céréales qu'on se remet à manger, mais qu'on mange beaucoup moins maintenant. alors là, vous avez peut-être plus de connaissances que moi, mais pour moi, le gluten, c'est une protéine du blé, en sachant que le blé s'appelle épeautre, froment, Oui, alors blé. moi quand je parle de Et blé, oui, je parle du froment, voilà. Alors, il y a le du blé gluten moderne en fait. oui, oui, il y a du gluten dans d'autres céréales, comme l'avoine, il me semble. Ouais, L'orge, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, il n'y en l'orge a pas aussi, dans ouais. le sarrasin, par exemple. Ouais. Hein, et dans le millet, il me semble. Mais là, je ne suis pas très calée, hein, à Non, dans le millet non plus, il n'y en a pas. vérifier. Oui, oui. En tout cas, si vous voulez, le message un peu dogmatique que vous entendez de temps en temps, qui est arrête le lait gluten et tu verras, ça ira mieux. Premièrement, moi, il me choque parce que vous n'avez pas les explications adaptées qui accompagnent, qui vous permettent de comprendre où est-ce que c'est susceptible d'agir dans votre problématique. Et moi, je vois plein de gens qui ont testé, ça n'a rien fait du tout, si vous voulez. Hein. Donc, Ouais. pour moi, c'est une pensée un peu magique. Mais pour autant, quand on est en train de détailler, décortiquer, si vous voulez, toutes les pièces du puzzle qui peuvent agir dans votre hygiène de vie, il y a des gens, c'est tout à fait évident que le fait de réduire les produits laitiers et de réduire la quantité de gluten, ça leur a fait énormément de bien. Surtout ceux qui avaient mal au ventre, des gaz, des ballonnements et de la diarrhée. Du coup, on peut avoir des critères d'évaluation de ce qu'on fait sur les signes digestifs et l'impact sur la peau. Voilà, Ouais. c'est intéressant. Et c'est Alors, c'est toujours vrai que intéressant de savoir ce qu'on fait, si vous voulez. c'est vrai que quand on fait des choses et qu'on ne sait pas trop, justement, là où ça peut être dangereux, moi c'est ce que j'essaie d'expliquer aux personnes qui me suivent, c'est que si on fait quelque chose, on ne sait pas trop, ça ne vient pas d'une démarche plus ou moins scientifique sur son état de santé, eh ben, on court le risque de tester quelque chose. C'est quand même assez contraignant d'arrêter le gluten, le produit laitier, parce que c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en France et qu'on aime. Hein. Le pain, le pain et le fromage, c'est un peu l'essence même de la France en termes d'alimentation. Et si on n'a pas les résultats escomptés, eh ben, c'est là où on peut se décourager et vraiment, Tout à fait, et tout à fait. Voilà. ça peut être plus délétère qu'autre chose. Oui. Néanmoins, c'est vrai qu'il n'empêche qu'on peut essayer, on peut tester Ah oui, et se dire, voilà et noter les résultats, voir ce que voilà. ça donne, si ça donne des résultats ou non, quoi. Exactement. C'est une pièce du puzzle Et et il c'est ne pas faut pas s'en l'unique priver. pièce. C'est pas l'unique Voilà. pièce non plus. Faut pas faire que ça. Et vraiment, la pièce principale, je vais vous dire, c'est vraiment la douche. Parce que 90% des erreurs, c'est dans la douche. Un jour, on a vu une jeune femme qui avait de l'eczéma depuis son mariage. Donc, ça a fait un peu rigoler en disant, t'es allergique à ton mari, tout machin. Bon, bref. Et en fait, en discutant, depuis qu'elle était mariée, elle se lavait 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, pour des raisons d'hygiène et de rapport à la sexualité. Bon. Et en fait, on sait que quand on est dans un excès pareil, rien ne marchera de toutes les autres hypothèses qu'on est en train de décortiquer dans le puzzle, parce que cette pièce-là aggrave tellement l'état de la peau qu'on ne peut pas la réparer. Vous Mhm. voyez? Donc, c'est un excès, mais je m'en sers un peu comme fer de lance pour expliquer que si cette case-là n'est déjà pas bien assimilée et bien intégrée, les autres cases, du coup, on ne verra rien. C'est Mhm. dommage de se priver d'une lisibilité sur les autres. Mais il faut vraiment commencer par la base. Hein. La Ouais. case numéro un, c'est j'arrête, je n'aggrave pas mon problème de peau en me lavant que 5 minutes sans savon
et une fois par jour. Et si j'ai besoin d'autres douches dans la journée parce que j'ai brassé de la poussière, j'ai fait du sport et puis j'aime bien, et ben c'est 30 secondes de l'eau pure, et juste histoire de se rafraîchir. Et il n'y a pas de produit d'avant. Hein, Ouais. confort. Alors, une fois qu'on a digéré, notre bouillie alimentaire va se mélanger à ce microbiote. Donc, cet univers fabuleux, là, qui fait 100 000 milliards d'êtres vivants. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu ce magnifique bouquin qui est Le charme discret de l'intestin de Julie Anders. Alors, c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire. Hein. D'abord, on se J'en marre. ai beaucoup entendu parler, ouais. Ouais, il faut le lire. C'est une pépite de pédagogie, ce livre. Bon. Et donc, cet univers, vous avez des bactéries, des champignons et des virus, comme sur la peau, à part qu'il y en a un univers pas Beaucoup possible. plus. Voilà. Et, Je crois que et là, c'est quoi? C'est 1000 fois plus enfin, de bactéries qui le composent que de cellules dans le corps humain, quelque chose comme ça. alors on est 13 100. milliards de cellules et c'est 100 000 milliards. Euh, Ouais, donc on on a regardé le nombre a. de zéros, hein, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Donc 100 000, 10 000, c'est 1000 milliards de plus. 100 000 milliards et 13 milliards? Oui. Bah, Bon, ouais, enfin bon, bref, on fera c'est des beaucoup plus. mathématiques après. Ouais, Ça fait beaucoup. c'est beaucoup Ça fait plus. beaucoup. Ça fait Et trop de alors, zéros. oui, mais ça fait beaucoup de zéros. Pourquoi c'est. En fait, nous, on a beaucoup plus de volume qu'eux. Eux, ils pèsent 2 kilos. Donc, vous Ouais. imaginez 2 kilos hein, de ce que vous voulez. Et c'est leur univers. Et nous, avec 13 milliards de cellules, on est beaucoup plus grand parce qu'en fait, on est sous profond d'eau. Pardon, ça a un petit peu. Nous sommes fabriqués de 60% d'eau. C'est ça qui nous Ouais, donne aussi notre volume. Hein. ouais, Donc, en gros, quand vous avez une gastro, que tout part aux toilettes, vous avez en gros 1 kilo d'eau et les 2 kilos de ce microbiote. Vous perdez 3 kilos, mais il n'y a pas un gramme de graisse. C'est cet univers-là qui est parti dans les toilettes et qui va se renouveler. ouais. D'accord? Alors, cet univers, ce qu'il faut comprendre, par exemple, là, on va prendre 3 objets. J'ai mon stabilo tout à l'heure, j'ai un petit carnet et j'ai mon stylo plume. Quand on prend un antibiotique, parce que vous avez une angine qui le justifie, parce que vous avez des soins dentaires où on vous a fait traiter les dents de sagesse, parce que vous avez une bronchite qui justifie. Vous prenez un antibiotique. Un antibiotique, c'est un antibactérie. Donc, vous avez mon staphylococcus qui représente les bactéries dehors. L'antibiotique ne fait rien sur les champignons et ça ne fait rien sur les virus. Donc, quand vous avez une famille qui diminue, les 2 autres familles, ça se dit chouette, il y a de la place. Ouais. Elle prolifère. Les virus, pour l'instant, on n'y connaît rien dans le tube digestif. Rien du tout. Les champignons, on les connaît depuis très longtemps. C'est ce qui s'appelle mycose, candidose. Tout ça, c'est des noms qu'on a tous entendus un peu tourner comme ça. Cet univers-là, on sait que ça fabrique de l'acidité. On revient toujours, si vous voulez, à la sueur avec l'acidité. Hein. Donc, le but pour rectifier une flore, un microbiote intestinal, c'est de remettre les champignons à leur juste niveau et de réimplanter les bonnes bactéries. Je schématise, hein. C'est juste pour que ce soit bien clair. Et les bonnes bactéries, c'est ce qu'on appelle les probiotiques. Ouais. C'est là qu'ils interviennent. Les probiotiques, ils ont deux univers. Il y a un univers qui est assez mobile, si vous voulez, et qui va transiter pendant 2-3 mois. Et puis, on a un univers qui est fixé dans le mucus qui est à la surface des villosités. Pour l'instant, ça s'arrête là sur ce qu'on arrive un peu à manipuler. Mais en tout cas, l'intérêt des probiotiques avec des prébiotiques, on va en parler après, il est prouvé et ça devient maintenant une référence officielle chez les allopathes. Chez la femme enceinte qui est à risque d'avoir un bébé qui a de l'eczéma et chez les petits qui sont à risque d'avoir de l'eczéma. On diminue le risque de l'eczéma de moitié, à peu près. Pas 100%, hein. Avec des probiotiques. Les prébiotiques, oui. Pro et Voilà, les deux. prébiotiques. Voilà. Donc, on va parler des prébiotiques après. Donc, quand une autre erreur que je vois souvent, c'est que les gens me disent bah, j'ai pris tel probiotique et ça ne m'a rien fait. Je dis oui, mais est-ce que vous avez rectifié l'alimentation et la digestion avant? Ah non. Donc, si vous voulez, on est dans une démarche logique qui est celle de 1, je mange, 2, je digère, ma bouillie alimentaire va arriver et se mélanger avec cet univers microbiotique. Si ce qui est en amont ne va pas,
Bah, c'est normal qu'on ne voit pas grand-chose en remettant que les Mhm. probiotiques. Il faut penser global. Il faut tout faire en même temps, parce que Ouais. sinon ça ne tient pas. Mhm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, peut-être que vous étiez trop jeune, mais il y a 20 ans, il y avait une publicité pour un petit flacon comme ça qui s'appelait Actimel. Et Oui, la si, pub, si. c'était des probiotiques qui font du bien dedans à la santé. Bref, je ne sais plus très bien. Ouais. Et en fait, dedans, il y avait les bons probiotiques, c'était la bonne souche qu'il fallait. Et dans ce tout petit flacon, vous aviez 12 grammes de sucre, Ouais, c'est-à-dire 2 morceaux et demi de sucre. Voilà. c'était très Et il y avait sucré. Ouais. tellement de sucre que ces pauvres probiotiques, ils ne pouvaient pas marcher. Et en fait, la publicité a été attaquée et ils ont été obligés de retirer la publicité. Le produit existe toujours, mais la pub a disparu. C'était une Ouais. publicité mensongère. C'est pour ça que là, je nomme le produit quand même. Je m'en souviens bien parce que j'en ai pris, oui, j'en ai consommé dans les C'était très matins. bon, hein. Ouais, c'était C'était très 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 bon et sucré. très sucré, C'était très effectivement. sucré. Voilà. Bon. Ouais. C'était ça qui était bon. Mais du coup, ça a empêché ces pauvres petites levures qui étaient dedans. Enfin, ce n'est pas des levures, c'est des bactéries. Ça a empêché ces bonnes bactéries, qui étaient la bonne souche pour l'atopie, d'agir. Voilà. Mhm. C'est pour ça que prendre des probiotiques sans rectifier la digestion, sans rectifier l'alimentation, c'est perdre de l'argent. Parce que ça coûte quand même assez cher, ces produits. Ouais, ouais, et puis c'est pas Ouais. remboursé, ouais. Non, non. Voilà. Alors, quatrième tiroir du tube digestif, toute cette bouillie va avoir un impact sur la paroi du tube digestif. Donc, quand on étale toutes les villosités, tous les retours de l'intestin grêle, on obtient une surface de 200 mètres carrés. C'est la moitié d'un terrain de foot. La Ouais, moitié d'un terrain de foot, quand vous visualisez, c'est votre intestin grêle. ouais, c'est C'est énorme. fabuleux, hein? Ouais. Donc ça, c'est une surface qui a une seule couche de cellules et qui est faite pour absorber les aliments qui sont prêts à passer. Donc, quand vous avez une alimentation de mauvaise qualité, une digestion de mauvaise qualité et un microbiote de mauvaise qualité, vous aggravez cette porosité naturelle du grêle. Donc il laisse passer des choses qui ne devraient pas. Voilà. Et alors, en fait, c'est là où ça devient très compliqué et où je ne vais pas aller plus loin parce que moi, je suis complètement perdue après dans les détails. C'est que sous l'intestin grêle, vous avez le même système immunitaire que sous la peau. Et donc, les grandes recherches qu'il y a en ce moment, c'est est-ce que ces systèmes immunitaires communiquent entre eux, si vous Ouais. voulez? Est-ce qu'il y a des passages d'informations? Moi, je pense que la réponse va arriver, va être oui, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Donc, je ne Mhm. rentre pas là-dedans. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça change la vie. Ça c'est sûr. Donc, c'est beaucoup Ouais. plus facile à concevoir, si vous voulez, en termes de compréhension de ce qui se passe. Bien, tous ces aliments qui passent vont au foie, parce que le foie, il faut qu'il ait sulfate et qu'il ait sulfoconjugé. Donc, ça, c'est du soufre. Et une fois que tout ça c'est travaillé, ça part pour nous nourrir. C'est là où toutes les pensées alternatives disent l'eczéma, c'est le foie. Hein, c'est une phrase que vous avez tous entendue. Donc, bon, bah, ça, chacun sa technique. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui leur permet de dire ça, mais je respecte ce qu'ils en disent. Là où moi, par contre, j'interviens, c'est que ce que j'ai recruté, moi, au cabinet, donc c'est ma vision, si vous voulez, c'est mon biais de vision. Hein. Mhm. Ce que j'ai vu au cabinet, c'est des patients qui ont fait des détox du foie. En ce moment, c'est le jus de citron le matin qui est très à la mode, et qui ont fait des poussées phénoménales. C'est comme ça que je me suis inquiétée en disant, mais pourquoi est-ce qu'une détox du foie, ça déclenche de l'eczéma? Parce que moi, je l'ai vu, ça, et alors c'était vraiment flagrant. Je ne dis pas que ça marque, que ça déclenche chez tout le monde. Moi, j'ai recruté ceux chez qui ça avait déclenché de l'eczéma, forcément, du coup, je les ai vus. C'est qu'en fait, le foie, euh, quand vous prenez ces plantes, que vous appelez détox, et nous on appelle ça cholagogue et cholérétique, ce sont des plantes qui en fait vont favoriser la fabrication des sels biliaires. C'est ça, si vous voulez, le drainage du foie. Hein. Ouais. Et les sels biliaires vont dans la vésicule biliaire, et la vésicule biliaire, elle arrive où? Au tout début de l'intestin grêle. Quand vous regardez l'anatomie, c'est comme ça que ça marche. Donc, retour en haut de notre moquette d'un produit agressif qui va continuer à faire des trous dans notre moquette. Vous voyez? Un cercle vicieux. C'est comme ça que je me suis dit, il faut vraiment arrêter de faire ça. Donc, il faut bien manger, bien digérer, avoir une flore intestinale en bon état. Et du coup, on va réparer, parce qu'on a la chance de pouvoir réparer, cette porosité excessive de l'intestin grêle. Là aussi, le remettre à juste niveau. Et ça, c'est le rôle des prébiotiques. Ouais, qui vont nourrir la bonne flore intestinale.
Donc les En probiotiques, plus, c'est la nourriture des probiotiques de la flore en plus. intestinale, donc qui vont leur permettre En de se plus, voilà, les développer. prébiotiques ont deux intérêts. Un, c'est de nourrir les probiotiques et deux, c'est de réparer une porosité excessive des grêles. En gros, c'est l'émollient, si vous voulez, de la grêle. Mm. Ouais, Voilà. Prébiotique naturel, le plus facile à obtenir dans nos pays, c'est la pomme. C'est-à-dire que les fibres végétales qui marchent, parce que chez les petits, il n'y a pas d'essai chez les prébiotiques, chez les tout petits, chez les moins de 3 ans, ça n'a pas été fait. Mais la compote de pommes, c'est ça, si vous voulez, hein. Ouais, il y a beaucoup Voilà. de. Et dedans, l'acide aminé qui marche, c'est la glutamine. Donc, vous avez des patients aussi qui prennent de la glutamine Ouais, bien individualisée. Moi, j'aime bien quand c'est tout mélangé, parce que du coup, quand on a c'est une seule complet, ouais. pilule, on a tout. Voilà. Mm. Donc, moi, quand je traite le traitement oral donc de l'eczéma, de la dermatite atopique, je donne tout le temps des probiotiques, je donne tout le temps des prébiotiques sur une période de 2 mois. Et je dis aux patients, si vous remarquez que du coup, c'est différent qu'avec les traitements d'avant, avec un traitement bien suivi à côté, bien sûr, vous pouvez continuer de vous-même sur 6 mois, 1 an. Voilà, il faut le faire longtemps. Il faut le faire longtemps. Ouais, ouais, Et c'est puis, des. si vous avez pris des antibiotiques, moi, je vous donne à ce moment-là un traitement aussi pour remettre la quantité de champignons un peu à niveau. C'est ce qu'on appelle les antifongiques. Fongiques, Mm. candidose, mycose, tout ça, c'est synonyme. Ouais, Ça, c'est mon protocole. C'est d'accord. pas labellisé dans l'évidence best médecine, c'est-à-dire l'allopathie classique. Mais moi, Oui, oui. c'est des médicaments qui ne sont pas dangereux. Donc, je prends aucun risque. Mm. Ouais, ouais. Mais j'avais bien Voilà. parlé avec un médecin généraliste qui s'est du coup beaucoup intéressé à tout ce qui est microbiote justement, et lui est convaincu sur l'intérêt des prébiotiques, au-delà même des Oui, probiotiques. oui, je suis d'accord. Et c'était les discussions qu'on a eues ensemble. Je pense que je ferai aussi une interview pour qu'il vienne Oui, parler un petit peu de son domaine parce qu'il a plein de choses à raconter. Et c'était très très intéressant, ouais, effectivement. oui. Alors, moi, il me semble qu'en fonction de l'âge, il me semble que chez les petits, c'est surtout la flore intestinale, parce que malheureusement, ils ont souvent des otites, ainsi de suite, et ils ont quand même souvent des antibiotiques quand ils sont petits. Donc, moi, je pense qu'à leur âge, c'est plutôt l'antifongique qu'il faut vraiment utiliser et éventuellement les probiotiques, parce que ça a prouvé quand même qu'il y avait une efficacité. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'enfant, l'adolescent arrive dans une alimentation qui est moins performante parce qu'elle est moins, on va dire, surveillée Ouais. par les parents. Et le stress arrive aussi. On sait que le stress a un impact sur la paroi du tube digestif, bien évidemment. Et du coup, là, on est surtout dans les prébiotiques plus que tout le reste. Mais en gros, moi, je donne les trois et puis je laisse le corps se débrouiller. Oui, Je parce fais très que confiance au corps. il y a quand même des études qui parlent aussi beaucoup de l'intérêt d'ailleurs même de certaines souches. Ils sont même allés jusqu'à à Oui, voir quelle souche était le plus oui, efficace pour la dermatite atopique, parce qu'après, oui, il y a plein d'autres maladies aussi. oui, Donc, moi aussi, j'ai tendance à penser que les probiotiques sont très importants. Et les oui, oui, prébiotiques, c'est vrai qu'on en trouve déjà beaucoup de manière naturelle dans l'alimentation. oui, De ce que lui avait l'air de me dire et de tout ce qu'il avait vu et cherché, la dose thérapeutique en termes de prébiotiques serait de 36 grammes par jour. Ce qu'on n'a pas dans notre alimentation, même pour une alimentation qui est saine, qui est estampillée saine pour quelqu'un qui mange pas le régime traditionnel ouais. de malbouffe et de plats industriels qui sont complètement dépourvus de fibres. Donc lui, il parlait de vraiment dose Oui, c'est énorme. thérapeutique. Alors, C'est énorme. il était Ouais, surtout dans le cadre de traitement de l'obésité, parce que lui, il travaille beaucoup avec des personnes qui sont en surpoids, avec beaucoup de surpoids. Et du coup, on avait regardé un petit peu par rapport à la dermatite, par rapport aux problèmes de peau, et c'était super intéressant. Mm. Alors, la souche pour la dermatite atopique s'appelle le Lactobacille rhamnosus GG. C'est son nom. C'est elle, mais on sait aussi qu'il vaut toujours mieux avoir des mélanges de souches plutôt qu'une seule souche, parce qu'elles ont des complémentarités les unes avec les autres, hein. Et puis, ça, c'est la vérité d'aujourd'hui. C'est un univers qui est en tel état de découverte et d'expansion que je pense que dans 10 ans, on aura certainement d'autres notions, d'autres langages. J'ai bien compris que la science, c'est quelque chose qui évolue Et puis ça et évolue de la plus en plus vérité vite. est toute relative à l'époque à laquelle on l'a dit, hein. Ouais, Voilà. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'avais vu plusieurs souches, j'en avais vu trois ou quatre.
Sur l'étude que j'avais mis de côté, oui, il y avait effectivement Rhamnosus, il y avait Acidophilus, Oui. Lactobacillus acidophilus, et une troisième voire une quatrième, dont je ne me souviens pas les noms parce que Mm. c'est Mm. des noms latins qui sont difficiles à retenir. Écoutez, c'était super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Finalement, ça aura duré quand même pas mal de temps. Presque 2 heures, hein. Ah oui, presque 2 heures. Ouais. Je me Presque suis même pas 2 heures. rendu compte Ouais, ouais, ouais. de tout ce temps-là. Donc, bon, Ouais. bah, en tout cas, c'était très intéressant. Si il y a des personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous, ce que vous faites, ce que vous proposez, je mettrai les liens, moi, dans la description de la vidéo, mais on peut le dire déjà à l'oral, donc peut-être où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Comment est-ce qu'ils peuvent vous Alors, contacter? j'ai un site internet qui est dédié à la dermatite atopique qui s'appelle donc www.mag-6da.fr. Ça veut dire mag-6da.fr. Ça veut dire méthode d'apprentissage global dans la dermatite atopique. Et puis, c'est aussi le début de mon prénom parce que je m'appelle Magali. Mettez bien le tiré du 6 entre mag et DA parce que sinon, vous êtes sur un site de hard rock allemand. Bon, ça étonne un peu. On saura que c'est pas ça. Voilà, vous trouverez tout de suite que c'est pas moi. Dedans, donc, vous trouverez les références de mes livres, puisque je suis auteur. Il y a 120 pages, hein, donc je pense que 120 pages d'un coup, c'est pas possible, mais le but, c'est de surfer, de se laisser aller un peu à la découverte de ceci, cela. J'ai fait des outils et des histoires pour les enfants, parce que les enfants, il ne faut pas leur parler en langage scientifique ou médical, ou faut faire ci, il faut faire ça les gonfle et ça ne les intéresse pas. Ouais. Il faut les faire jouer et les mettre dans l'imaginaire. Donc, j'ai écrit un conte, j'ai écrit une histoire, j'ai écrit les aventures de Petite Plaque. Il y a 12 épisodes. Donc, elle va chercher ses origines, sa famille, elle va avoir un amoureux, elle va aller au cirque, elle va rencontrer sa tante dans l'intestin et tout, avec des histoires de dragons. Les dragons, c'est l'inflammatoire, donc c'est le système immunitaire. J'ai fait des films qui sont sur YouTube aussi. J'ai essayé de répondre à tout ce que j'ai pu imaginer comme questions qui pouvaient arriver de vous, en sachant que j'ai essayé d'éviter le côté binaire, c'est-à-dire quelle est la crème qui traite, quoi. Non, non, c'est quelle est Mhm. votre question. Voilà. Je voulais juste redonner juste une toute petite notion. Il y a autant de terminaisons nerveuses dans le cerveau que dans la peau, que dans le tube digestif. C'est aussi pour ça que ces 3 organes sont tellement liés. C'est pas encore, on n'a pas encore tout appris sur toutes les liaisons Ah qu'il y non. a, enfin de tout ce qu'il y a, mais par contre, on sait qu'il y en a autant et qui sont très liés. Vous savez, Ouais. plus on en sait, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas On n'en beaucoup, hein. sait pas, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est hyper intéressant. Bon, bah, très bien. Bah, merci à vous. Merci à vous. Si jamais il y a des questions, j'essaierai de vous les faire passer si on a des questions qui sont Oui, intéressantes. Et puis peut-être qu'on refera une vidéo aussi ensemble à l'occasion pour répondre à d'autres questions éventuellement, ou creuser d'autres domaines si ça vous va. avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Vous aussi. Au revoir.